Bonjour. Aujourd'hui, dans Entre deux flèches, on parle visualisation, temps de tenue et tournoi. Saison 4, épisode 4, c'est parti. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. And I don't care about the present underneath the Christmas tree. I don't need to hang my... Amis archers, amis archères, bonsoir et bienvenue pour cet épisode numéro 4 de la saison 4 d'Entre deux flèches. On va démarrer tout de suite. Elle nous revient depuis un petit moment, ça fait presque un an qu'on l'a pas vue. Elle revient sur les chapeaux de roue avec son démarrage de saison et une médaille européenne dans sa petite poche. Bonsoir Stéphanie, comment ça va? Bonsoir, ça va et vous? Eh ben ça va, pas trop chargé ce début de saison. Si, comme d'habitude. On mélange toutes les casquettes. Un peu, ouais. Un peu, beaucoup, tous les jours. Donc il faut suivre, mais ça Il va. faut suivre. Alors ça roule. Ce soir, il a perdu au jeu des chaises musicales. Du coup, c'est moi qui ai pris sa place et c'est moi qui présente et il viendra juste discuter avec nous. Bonsoir Mathieu, comment ça va? Bonsoir Nico. Ça va, ça va. Regarde, j'ai ma petite boisson chaude et tout. Mais il est Heu, beau ce mug. hein? Il est pas classe? J'en profite, hein. C'était cool. Donc voilà, On dirait qu'il a sorti à ton sweat. c'est ça. Il est assorti à mon sweat. Voilà, il y a le logo et puis, il y a le logo dans le dos aussi. Donc, allez voir la boutique. On a une jolie boutique avec plein de merchandising et clairement pour un alors moi, c'est un chocolat chaud, c'est plutôt pas mal et puis ça fait classe en fait au bureau d'avoir, des mugs que personne n'a. Donc, voilà. C'est vrai. Très bien. Bon, et ben, on attaque? On y va? On Vous êtes attaque. prêts? Parfait. Alors, ce soir, on a décidé, parce que alors pas au moment où on enregistre, mais au moment où vous allez écouter cette émission, ce sera les vacances de Noël qui vont démarrer et pour, beaucoup d'entre vous, votre structure va fermer, pendant les vacances. Vous aussi, vous allez peut-être pas beaucoup vous entraîner. On va en profiter pour manger de la dinde et de la bûche et ensuite boire du champagne et des chocolats, Et du heu saumon fumé. et du saumon fumé et du foie gras peut-être ou pas. Enfin, vous faites ce que vous voulez à partir du moment où ça vous fait plaisir et voilà, c'est le principal. Et du coup, on a discuté entre nous et on a décidé, de rediscuter avec vous et entre nous pour préparer un petit peu cette période et préparer les, échéances qui arrivent. On va arriver, normalement, on est en pleine période de compétition. On arrive très rapidement sur les périodes des championnats, championnats départementaux, régionaux et peut-être nationaux pour certains, enfin très très certainement. Donc on a décidé pardon, de discuter tous les 3 de tout ça et de comment faire pour pouvoir se préparer au mieux en cette période sur les échéances qui arrivent. Voilà. Je propose que comme, on a quelqu'un qui nous a posé une question, sur le Facebook, je crois, de Non, l'émission. c'est sur le Instagram. Sur le Instagram, est-ce que tu peux nous lire la question, Mathieu, pour attaquer ça? On attaque direct par le courrier des archers alors. Ouais. Donc Ah, n'hésitez pas à nous poser des questions, sur Facebook, sur Instagram, enfin sur les réseaux où on est présent. Vous pouvez même nous envoyer un mail, il suffit de répondre à la newsletter et on reçoit le mail donc voilà, n'hésitez pas et on partage la question en direct, enfin en direct, lors de l'émission. Alors la question, c'est Emmanuel Pansec qui pose la question: «Comment continuer à entretenir le physique et le mental pendant les fêtes de Noël?» Ça, c'est pour Stéphanie. grosse question. Tu peux la Hem, découper en 2, Stéphanie, si tu veux. on va La commencer par question, on va parler pas découper Stéphanie, hein. Oui, on va commencer à parler du physique. Déjà, il y a tout un tas de possibilités pour continuer à entretenir le physique. Tout ce qui va être renforcement musculaire qu'on va appeler PPG, préparation physique générale, donc qui nécessite pardon, pas forcément d'avoir un arc. Donc tout ce qui va être gainage, tout ce qui va se faire aussi à l'aide de l'élastique. Exercices, avec un élastique qui vont rajouter un petit peu de charge, qui vont permettre de maintenir, les pics en renforçant les muscles, donc tout un tas d'exercices, comme, qui vont renforcer le grand dentelé, qui vont renforcer, la décoaptation, ce genre de choses. Donc après,
d'informations, ma phrase et je te laisse la parole. Plus d'informations, vous et tapez en fait, sur, internet, grand dentelé, décoaptation et vous voyez tout un tas d'exercices que vous pouvez faire à vide ou en rajoutant l'élastique. Oh, C'est il est où le grand dentelé? dans le dos. OK. C'est celui qui va permettre de monter et d'abaisser, le grand dentelé, c'est celui qui va permettre de mobiliser les omoplates sur la partie, latérale, comme quand on cherche à placer, devant, on va mobiliser le grand dentelé et ce qu'on appelle la décoaptation, c'est tout ce qui va permettre de mobiliser les omoplates sur la partie, au verticale, donc pour monter et abaisser les omoplates. Donc ça, c'est exercice de PPG, donc c'est tout ce qui va permettre de renforcer le corps, pas forcément spécifique au tir à l'arc et bon, du coup, à maintenir même quand on fait du tir à l'arc, hein, ça permet de maintenir un corps en bonne santé et sinon après pour ce qui est des exercices de préparation physique spécifiques, bah, là, on va utiliser l'arc et on va notamment faire des temps de tenue. Alors, que vous ayez une cible et la possibilité de tirer même à quelques mètres ou pas, tenus, ils sont super intéressants, ils vont mobiliser, ils vont être dans la position de tir et ils vont mobiliser les muscles que vous utilisez lorsque vous pratiquez. Donc la fédération a mis en place un programme de temps de tenue qui est très intéressant, que vous pouvez modifier et mettre en place en fonction du niveau. Globalement, il faut faire, des répétitions à 6 secondes, donc 6 secondes de temps de tenue, 15 à 20 secondes de récupération et vous faites des boucles entre flèches et puis après, en fonction de votre niveau, ben, vous pouvez faire une boucle, 2 boucles, 3 boucles en mettant 1 à 2 minutes de récupération entre chaque boucle. Donc après c'est adaptable, hein, 6 secondes, c'est le mini qu'on vous préconise. Vous pouvez monter pardon jusqu'à 8 voire 10, guère au-dessus parce que sinon on va à l'encontre un petit peu du tir à l'arc et du mouvement et puis, après vous pouvez faire, diminuer aussi les temps de récup. Alors, 5 à 10 secondes, minimum, c'est bien. Puis après, ben, si vous êtes, moins fort, vous pouvez faire, 15, 20, 25 secondes et puis après, ben, vous modifiez les boucles. Commencez par une boucle et après 2 boucles quand vous maîtrisez et 3 boucles pour les 2 boucles. Donc ça, vous pouvez le faire sans avoir besoin de tirer la flèche, donc vous n'avez pas besoin d'avoir de flèche, vous mettez pas de flèche sur votre arc, vous armez en fait, vous restez en position et vous bien respirer quand vous faites ce genre d'exercice, hein, c'est important. Vous pouvez le faire devant un miroir, ça va vous permettre de voir en fait, si vous utilisez bien les muscles abaisseurs des omoplates et vous allez voir les dégradations, donc vous allez savoir à quel moment vous fatiguez et vous allez voir votre évolution au fur et à mesure. Hem, les temps de tenue, c'est bien de les faire, 1 à 3 fois par semaine. Plus vous allez faire des temps de tenue, plus vous allez renforcer le physique spécifique et plus vous allez pouvoir en fait augmenter la charge, de tir quand vous reprendrez le tir après, la réouverture des salles, oui, Nico? Ah, du coup, j'ai plein de questions. Est-ce que, quelle va être la différence de travail et de conséquences et d'utilité entre, augmenter la durée du temps de tenue ou augmenter le nombre de boucles? Alors le nombre de boucles, on pas pertinent d'aller au-delà de 3 boucles. Mmh. Hem, enfin, c'est pas pertinent. Si vous maîtrisez vraiment très, très bien votre arc, ben, vous pouvez aller jusqu'à 3 boucles. Mais si au bout de 3 boucles, vous êtes pas fatigué, ça veut dire que vous maîtrisez beaucoup trop bien votre arc et que vous pouvez envisager l'augmentation de la puissance avec votre entraîneur lors des entraînements. Pourquoi pas trop augmenter le temps, de tenue quand on est au contact? Parce que, au-delà de 10 secondes, en fait, on va à l'encontre de ce qu'est le tir à l'arc, en fait. Faire un temps de tenue max de temps en temps pour voir si vous maîtrisez la charge de votre arc, c'est bien, mais dans la réalité, aller au-delà de 10 secondes, ben, c'est pas pertinent parce que c'est jamais quand on Mmh. Alors 8-10 secondes, ça permet de travailler le physique, d'être capable de tenir dans la durée, mais il y a pas besoin de plus. d'accord. Non, en fait, ma question, c'était sur la différence. Par exemple, je fais une boucle de, heu, de temps de tenue de 6 secondes. Je la maîtrise. Est-ce est-ce qu'il va y avoir une différence entre ce que j'essaye de faire une boucle de tenue de 8 secondes, qui va être plus fatigante forcément, ou est-ce qu'il faut que je fasse une deuxième boucle de temps de tenue de 6 secondes? Quelle va être la différence entre les 2 démarches? J'avais pas compris la question. Bah, du coup, il vaut mieux faire 2 boucles. D'accord.
rester sur le même temps de tenue, mais par contre augmenter le temps où vous réalisez ce temps de tenue, en fait. On va être plutôt sur de Augmenter l'endurance à ce moment-là. le temps. D'accord, OK. Est-ce Si vous a Oui, pardon? est-ce que c'est des exercices étant donné qui peuvent être faits si on n'a pas d'arc avec, des accessoires comme, un élastique ou comme un élastrainer ou un pédago archerie, des simulateurs de grip avec élastique, par exemple? Tu peux, mais ça aura pas ça aura pas la même finalité puisque le pédago, il y a pas le poids, il y a très peu de puissance. L'élastique, c'est pareil. OK, Ça a un vrai intérêt, vaut mieux le faire avec l'arc d'accord. et l'arc totalement monté. Mmh mh. Il y a le stabilisateur, tout ce que vous faites d'habitude. Sauf la flèche. Sauf la flèche, parce que si vous lâchez sans faire exprès, on n'est pas à l'abri. Et Je sinon, si pense vous que votre avez voisin n'a pas envie de retrouver une flèche dans son salon, hem, à ah, travers le mur. Donc oui, on met pas de flèche si on vit en appartement ou en maison. sauf si vous avez une cible devant et dans ce cas-là, ça m'amène à la suite de si vous avez une cible à la maison, bah, vous pouvez malgré tout faire les temps de tenue en tirant la flèche, parce que du coup, comme ça, vous avez la finition du geste lors de la libération et aussi tout simplement tirer des flèches en faisant du volume. Vous mettez à 3, 4, 5 mètres max et vous tirez du volume de flèche. Alors attention, tirer du volume de flèche, c'est pas jeter des flèches, hein, ça n'a absolument aucun intérêt. Tirez les flèches avec la même qualité que d'habitude, sauf que du coup, ben, comme vous mettez, pas beaucoup de temps pour aller chercher les flèches, ben, vous allez avoir un rythme de tir assez soutenu. Donc facilement, atteindre, 100 flèches, voire plus en 1 heure. Ça vous fait faire du volume. Ça maintient le Ça n'empêche pas d'être exigeant sur la technique à 5 mètres. Alors moi, j'ai une question, le temps de tenue, alors moi, je tire classique, donc avec un viseur. Je mets pas de flèche parce que je vis en appartement, voilà. J'arme, je tire. Est-ce que je vise quelque chose avec mon viseur ou pas besoin? Alors ça peut être bien que vous mettiez une zone en fait, comme quand on va faire les temps de tenue en temps normal, en tir, puisqu'on va avoir normalement une zone à viser pour stabiliser le viseur, être capable de bien maintenir l'opposition. Donc c'est bien d'avoir une zone, où orienter le viseur et la maintenir en fonction, du temps. Les dégradations, en fait, elles vont arriver principalement sur le bloc avant et vous allez avoir le viseur qui va beaucoup trop bouger. Là, ça n'a plus d'intérêt, en fait. Il faut que le temps de tenue, il soit fait avec un minimum de qualité technique. OK, donc je peux utiliser la photo de la belle-mère, comme, zone de visage, enfin de visée. Utilise bien ce que tu veux, moi je ne veux pas de problème avec les belles-mères. Hem, Et vas-y, je t'écoute. est-ce que le temps de tenue, là, aura le même intérêt pour un arc à poulie? Ou est-ce que, du coup, le travail pour un archer poulie, devrait être différent peut-être pour maintenir ou pour faire du physique? Bah, l'arc à poulie, il peut faire du temps de tenue quand même. Après, comme on a très peu de puissance, quand on est au contact, le temps de tenue va être beaucoup plus long à maintenir, en fait. Et là, le vrai travail, il va être sur le maintien de la stabilité du scope, donc avec un point de visée précis. Et après, attention au temps de tenue avec le poulie quand vous pouvez pas mettre de flèche dessus. Mettez surtout pas le pouce sur l'index sur le décocheur. Là, il y a des vrais problèmes, matériels. Alors pour l'avoir vu, une fois, l la décoche à vide, l'arc à poulie se pète et le mec il s'est pris en fait le haut de l'arc à poulie qui est parti dans le dos. En Donc fait, il y a plein de possibilités. Moi, j'en ai vu plein de fois et des fois, vous avez la chance d'avoir l'arc qui reste monté, mais on n'est pas à l'abri qu'une poutre soit tordue ou quelque chose qui va, donc il faut toujours faire vérifier son arc quand on lâche à vide et après ça peut aller jusqu'à l'arc qui pète et vrai risque donc c'est vrai qu'avec l'arc à poulie, si vous possible aussi, hein, de faire des temps tenus, bien sûr, mais surtout pas ou alors vous bloquez votre décocheur. Rigidifiez au maximum le décocheur de façon à ce que même si vous mettez le pouce par automatisme ou l'index par automatisme dessus, bah, il y ait pas de risque de déclenchement et que vous puissiez revenir, ça parte. Il existe des décocheurs fixes qui ne Oui, décochent pas. Ça peut être intéressant de justement à ce moment-là d'en avoir un, et des décocheurs à index et des décocheurs, à pouce, qui ont juste, pas de mécanisme et qui permettent, justement à ce moment-là de faire ça sans risquer de décocher par inadvertance.
Et puis après, ben, si vous n'avez pas la possibilité de faire du temps de tenue, hein, parce que vous ne pouvez pas monter votre arc pour X raison, bah, les répétitions à l'élastique, hein, mine de rien, ça fera pas forcément travailler le physique, ça vous renforcera pas forcément le physique. L'élastique est quand même moins fort que votre arc. Mais en tout cas, une faille à l'élastique va vous permettre de maintenir en fait, votre, sens de travail technique et donc de pouvoir répéter facilement. Et ce qu'il y a d'intéressant et ce que peu de monde, je pense, sait vraiment, c'est qu'une bonne répétition à l'élastique, bah, équivaut à une bonne flèche bien tirée. Donc, vous allez maintenir, si vous vous appliquez à le faire correctement, bien sûr, maintenir en fait votre travail engagé avec votre entraîneur jusqu'à maintenant. Les 15 jours de vacances ne vont pas vous faire perdre, votre qualité technique. En revanche, il faut le savoir, mauvaise flèche tirée à l'élastique, enfin une mauvaise répétition à l'élastique, ça équivaut à 10 mauvaises flèches tirées. Attention quand on manipule l'élastique, à le manipuler correctement avec, un bon placement, la même organisation que ce que vous avez d'habitude, les mêmes contacts que ce que vous avez d'habitude. On ne va pas chercher à aller plus loin ou moins loin et du coup une finition qui ressemble à ce que vous avez d'habitude avec le maintien d'un regard, dans le temps précis du et du coup ça va vous permettre, au-delà de renforcer le physique, en tout cas de maintenir la qualité, visuelle que vous avez pendant les vacances. OK. Et pour la deuxième partie de la question, pour le mental? Alors du coup pour la préparation mentale, ben, l'élastique, c'est la transition. L'élastique, répétition à l'élastique, va vous permettre en fait, ouais, j'avais un peu réfléchi avant quand même. Va vous permettre de rester dans l'action de tir que vous faites, donc du coup dans les mêmes attitudes et sensations que vous pouvez avoir avec votre arc, même si elles sont légèrement différentes parce que le poids et la puissance n'est pas le même. Répétition à l'élastique et après sinon, ce qui est intéressant en fait, ça va être de travailler, cette visualisation. Alors attention, quand on n'a pas l'habitude de faire de la visualisation, ça se travaille et ça s'apprend. Mais, il est important en fait, d'être capable de se visualiser en train de tirer et en train de tirer une bonne flèche. Bonne flèche, c'est une flèche, si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, vous prenez la référence d'un archer, connu ou pas, que vous connaissez, dont la technique, vous convient et en fait, il faut arriver progressivement alors, souvent, il faut fermer les yeux, hein, en fermant les yeux, à vous visualiser en train de tirer cette bonne flèche. Avec la même gestuelle, avec la même qualité technique que celle que vous pourriez avoir. C'est peut-être pas forcément celle que vous avez quand vous tirez, mais c'est celle vers laquelle vous voulez tendre en travaillant et du coup après visualiser votre flèche qui arrive dans votre cible. Normalement, l'archer va visualiser sa flèche dans le jaune, rarement à côté. Hem et cette visualisation en fait va vous permettre de maintenir le travail donc mental et surtout c'est la même chose que l'élastique. Une bonne visualisation, ça va vous emmener vers une bonne flèche bien tirée. Plus vous allez apprendre à visualiser et visualiser la bonne technique, plus vous allez progressivement être capable de la répéter, ou de mettre en action et mettre en place toutes les actions nécessaires pour réaliser cette bonne flèche une fois que Est-ce est-ce vas-y. est-ce que pour ça, ça peut valoir le coup de parler de prendre une image d'un archer un peu connu qui tire bien ou qu'on apprécie. Est-ce que ça peut valoir le coup de se filmer soi-même et de prendre quelques minutes ou, de déterminer une flèche avec son entraîneur ou la personne qui nous encadre, de déterminer une flèche qui est de qualité en disant: «Bah, OK, tu peux prendre cette flèche-là en référence» et du coup de se la regarder de temps en temps, de faire, fermer les yeux, faire un petit peu de visualisation et de visualiser cette flèche-là de soi-même. Ouais, ça peut être une première étape pour ceux qui n'ont pas la possibilité. En fait, la visualisation, il y a certains vont fermer les yeux, ils vont voir tout de suite ce qu'il faut, en couleur ou en noir et blanc, et d'autres pas. Donc oui, ça peut être une très bonne étape pour apprendre à créer l'image interne. Après, l'intérêt de la visualisation, c'est d'être capable de créer cette image dans le cerveau sans avoir besoin de regarder une vidéo avant. D'accord, c'est pour démarrer ça, Oui, d'avoir ça en va démarrer. référence une, une image, correcte. Parce que si on est en train de se filmer et qu'on fait comme ça, c'est peut-être pas la meilleure référence à garder en tête. Souvent, une flèche comme ça, l'entraîneur qui l'a filmée, normalement, ne la montre pas forcément à l'archer. Tu as pas besoin de voir ce qui fait pas bien et au C'est vrai. contraire, on va garder celle qui fait bien et lui montrer celle-là en appuyant sur les points positifs. OK.
Vous avez la visualisation qui, encore une fois, n'est pas innée, ça se travaille et qui ne va pas fonctionner avec tout le monde. Après, vous avez, aussi d'autres possibilités, hein, une qui est importante, moi je pense, monde et dans la vie de tous les jours aussi, ça va être de travailler le discours interne. Donc apprendre en fait à, vous dire des choses positives sur ce que vous faites quand vous tirez, comment vous que vous faites bien quand vous tirez, quelles sont les bonnes sensations et apprendre à trouver les points positifs du tir plutôt que ce qui va pas ou ce qui a amélioré. Et tu on a un discours interne, il faut le travailler alors pendant les fêtes de Noël, c'est bien, mais en fait toute la saison et toutes les années, c'est important. Très régulièrement en fait, ben, de prendre un petit moment avec son carnet d'entraînement et de noter 2, 3, 4, 5, 6 points forts, autant que vous en avez à noter, 6 points forts de votre tir et régulièrement en fait les ancrer dans votre tête en regardant cette feuille et en disant: «Ah oui, c'est ça que je sais bien faire», et renforcer en fait le discours interne en disant: «Bah, voilà, quand je tire, moi je sais bien faire, être fort devant, je sais bien, mettre du rythme, espérer, progresser, bien être relâché et ainsi de suite et bah, c'est en fait travailler ce discours-là va vous permettre quand vous êtes sur le tir également d'être dans la bonne action. Chose que vous savez bien faire, vous allez pas en douter et vous allez le faire bien. C'est de la positive attitude, en fait, globale, que ce soit la visualisation ou le discours interne, en fait, c'est juste, se mettre dans un état d'esprit positif pour avoir, envie d'aller vers le mieux plutôt que de la peur de rater ou la peur de l'échec ou de En fait, le travail avec un entraîneur, sur un pas de tir et ben, fatidiquement, l'entraîneur va systématiquement chercher à faire progresser l'archer. Donc il va chercher non pas à changer les défauts, parce qu'il y a pas de défauts en fait, il y a des choses qui se créent bien ou pas bien. À optimiser ce que fait l'archer pour, aller vers, la technique parfaite, même si on n'est jamais sur la technique parfaite, mais en tout cas se rapprocher de cette technique-là et sauf qu'en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que, je pose la question à mes archers de trouver un point au moins un point positif à ce qu'ils font, en fait, ils le trouvent pas. Ils vont me lister tout ce qui va pas, pas capable de me lister ce qui va bien, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on ne renforce pas suffisamment. Hem, Parce qu'on doit travailler, on doit améliorer, on doit renforcer, on doit peaufiner. Chercher de créer un discours en disant: «Bah, ça je sais pas faire, ça je sais pas faire, ça je sais pas faire». Sauf qu'en fait, si, il sait faire, mais nous, entraîneurs, comme on est un peu exigeants, à chercher toujours à optimiser le truc, à aller plus loin, à chercher encore plus précis, encore plus régulier, encore plus fin et on oublie peut-être un peu de dire: «Bah, ça c'est cool, c'est chouette, tu sais bien faire, mais par contre on va le renforcer». Je prends l'exemple avec les musiciens qui régulièrement, en fait, font des gammes. Faire des gammes, en fait, c'est pas travailler quelque chose qu'ils savent pas faire, c'est renforcer ce qu'ils savent faire. Donc, un pianiste, ça va être la mobilité des doigts, ça va être cette capacité à évoluer sur le clavier et ben, en fait, l'archer, c'est pareil. Il a plein de gammes qu'il maîtrise, il faut les renforcer régulièrement. Ces gammes-là, il les connaît pas forcément, donc, c'est à l'entraîneur de mettre le point, bon, bah, ça, tu sais bien faire, mais l'archer doit aussi réfléchir. Comment on fait pour savoir si on fait quelque chose de bien? En fait, posez-vous la question dont vous n'avez pas besoin de réfléchir quand vous tirez. J'ai pas besoin de réfléchir à mon positionnement d'épaule devant, bah, si j'ai pas besoin de réfléchir, ça veut dire que je sais le bien faire, qu'il est automatisé. Mais c'est pas parce que je sais le bien faire, faut pas que je le renforce. Et je vais le renforcer, ben, par la visualisation, en visualisant une épaule encore mieux placée. Je vais le renforcer en me disant que, ben, ouais, je sais bien le faire et c'est chouette, je suis régulier là-dessus. Et le renforcer en le travaillant de temps en temps à l'entraînement, en étant simplement sur des points forts et des automatismes. Travailler à l'entraînement, c'est, bah, juste chercher à tirer ses flèches sans réfléchir. Que moi j'appelle avec mes archers faire des gammes. simple, Voilà. quelque chose C'est de pas simple. clair, mais Oui, donc voilà, après le mental, il va s alors le mental déjà, je voudrais mettre un petit point, de clarification sur le mental. J'ai plein d'archers qui me demandent à travailler le mental. Alors déjà, il faut vous dire clairement qu'à chaque fois que vous êtes sur un pas de tir, seulement, en train de tirer des flèches, vous travaillez le mental. Le mental, c'est pas forcément des exercices spécifiques. Alors il y en a plein, hein. C'est pas forcément des exercices spécifiques. Juste apprendre à tirer ses flèches simplement. C'est apprendre à tirer ses flèches en voyant les points positifs, sans réfléchir. C'est apprendre à, quand vous allez à l'entraînement, tout ne se passe pas toujours très bien, donc il y a des émotions à avoir. Des fois, ça se passe super bien, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Des fois, ça se passe pas super bien. Il va faut aller puiser des énergies au fond de nous et être capable de renverser la situation, avoir un discours négatif, peut-être.
Et bon, bah, faut que je change d'attitude. Qu'est-ce que je peux faire pour changer d'attitude? Ça, c'est du travail mental, en fait. Il faut pas se leurrer. À chaque entraînement, on Mmh mh. travaille le mental. Et après, ben, à la maison, il y a des exercices aussi pour travailler ce qu'on va appeler la concentration, c'est du travail mental. Il y a plein d'exercices qui existent pour apprendre à travailler la concentration. Et un exercice que j'ai fait il y a pas longtemps à mes archers et première réaction, ça a été: «Oh, c'est trop dur». Ouais, mais le travail mental, c'est dur, dur parce que c'est apprendre à gérer des émotions, c'est apprendre à se mettre un coup de pied aux fesses parce qu'on n'a pas la bonne attitude et il faut trouver la bonne attitude. C'est apprendre à aller au-delà de ses limites quand on est fatigué, c'est apprendre à aller au-delà des limites. Dehors, il fait super froid, il pleut, j'aime pas la pluie, j'aime pas le froid, bah, c'est pas grave, tu es en compète, tu es là pour ça, ben, vas-y, trouve les bonnes solutions. Donc il y a des Je vous exercices qui conseille, sont enfin, oui? je te coupe, je crois que c'est ta coéquipière, Bérangère, qui poste en ce moment des photos de paysages quand elle part en compète le matin, Ouais, où peut-être, c'est de la neige et elle dit: «Bah, faut être motivé pour partir en compète». et comme quand tu te lèves à 6 heures du matin pour aller à une compète, hein, c'est un dimanche, ben, ouais, tu pourrais faire plein d'autres choses plus sympas, mais tu as décidé, c'est que tu en as envie et donc il faut passer le petit moment de: «Vraiment? Ah ouais, vraiment». Faut lister en fait, pourquoi je me suis inscrite à une compète? Qu'est-ce que je vais chercher dans cette compète? Ah bah, je vais chercher à faire ça, je vais chercher à valider ça, je vais chercher à réaliser cette chose-là. OK, bah, c'est cool, j'y vais, quoi. Et c'est pas des moments faciles et il faut arriver juste à changer son attitude. Prendre un exemple, sur moi parce que je suis encore un petit peu archère et Encore un petit peu. Mmh. ouais, c'est ça. Et en fait, il y a 2 ans quand j'ai préparé mon première coupe d'Europe en fait, donc la coupe d'Europe, elle se passe début octobre dans des pays qui pas toujours réputé pour faire chaud à ce moment-là et moi je crains énormément le froid. J'aime pas ça, je fais 12 en plein été, alors je vais voir ce que ça donne et en fait avec mon entraîneur, on a travaillé cette attitude d'être capable de passer au-delà du froid parce qu'on savait absolument pas, ce qui allait se passer sur cette première coupe d'Europe qui avait lieu en Serbie. Hem, donc il peut faire très chaud comme il peut faire très froid. Au-delà d'acheter des vêtements chauffants pour être capable de tirer avec un petit peu de chaleur, en fait, j'avais travaillé la capacité à avoir le soleil dans ma tête. Donc, c'était de la visualisation, c'était une musique qui déclenchait, une attitude particulière et en fait, ben, cette musique, elle est là, tout le temps dès que je sens que je tombe dans le côté un peu grognon de j'ai froid et j'ai envie d'aller me réchauffer ailleurs et ben, en fait, je déclenche cette musique dans ma tête et ça déclenche une autre attitude et du coup, je suis capable de passer outre, le froid, de changer complètement d'attitude, de passer de grognon négative à: «OK, ben, je suis là, c'est cool, j'y vais et je tire mes flèches et je kiffe le moment, quoi, en fait». Et c'est un travail qu'on a fait sur plusieurs mois avant de réussir à maîtriser ça, hein. C'est quoi ta chanson? C'est la Macarena? C'est, J'allais proposer que du coup, on fasse une playlist musicale d'Entre 2 flèches avec des chansons à thème et qu'on commence avec la chanson du soleil de Stéphanie. ça peut être Ma chanson intéressant. à moi, c'est «Un rayon de soleil». Un rayon Un rayon de de soleil. soleil. OK, je l'ai pas du tout. Et voilà, parce que celle-là, à ce moment-là, elle a déclenché, un truc en plus en moi et du coup, bah, c'est devenu la chanson qui me permet de passer cette attitude-là, quoi. Alors, hi moi hier soir, j'ai été manger une raclette chez des copains et ils m'ont fait découvrir, alors moi j'ai toujours eu des, quand je faisais du tir à l'extérieur, en campagne ou autre, c'est en début de saison, il fait encore froid et autres, on avait des chaufferettes, à charbon, et cetera, et là, ils m'ont fait découvrir des chaufferettes en USB-C qui chauffent et c'est juste trop bien. Ça D'accord. marche direct. En 30 secondes, les trucs, ils sont super chauds et ça permet de garder un petit peu de chaud, en fait, dans les vêtements, ça marche trop bien, franchement. C'est Après les des chaufferettes vêtements que chauds. que tu recharges, en fait? C'est ça, Comme une batterie, mais qui chauffe au lieu de charger ton téléphone? exactement. OK. Après il existe des vêtements chauffants, hein, et ça c'est super bien aussi, hein, ça moi j'ai un tribord chauffant, j'ai des chaussettes chauffantes, j'ai une veste chauffante et ben, dans certaines conditions, c'est super intéressant parce que
Le froid, en fait, il va jouer tout de suite sur l'archer et l'archer va se ratatiner, en fait, parce que quand il fait froid, on a tendance à se crisper, se contracter. Or nous, on cherche un maximum de relâchement, de souplesse et ben, des fois, il y a pas de secret, hein. Avoir un petit tribord qui chauffe, avoir de la chaleur tout de suite à même la peau, permet de garder les relâchés. Ah, il y a plein de petits leviers à travailler, de l'imagerie mentale. Donc l'imagerie mentale, c'est pareil, hein. Autant je suis capable de me visualiser en train de tirer, autant je suis capable de me visualiser sur la plage avec la chaleur, c'est de l'imagerie mentale et ça change la mais ça se travaille et pas ça vient pas du jour au lendemain. Il faut tester, il y a des choses qui vont parler à des gens, il y en a d'autres qui vont pas du tout parler. Donc c'est pas parce que ça fonctionne pas tout de suite, ça va pas fonctionner sur le long terme, c'est juste travailler, le développer et puis si ça fonctionne pas, bah, c'est pas que c'est pas fait pour moi, c'est qu'il faut trouver une autre manière d'aborder le truc. Tu as Moi, ça a été des compliqué parce que l'imagerie marchait pas à ce moment-là, quoi. tu des ouvrages, des livres ou des choses comme ça, des petits trucs qui peuvent, aider les gens à essayer de travailler un petit peu ça ou c'est compliqué? Bah, il existe plein de bouquins sur le travail mental, sur la visualisation, sur l'imagerie mentale, hein. Après, moi, je pourrais pas vous donner là, comme ça, je peux pas vous donner de bouquins précis parce que, j'ai pas en tête. J'essaie de regarder ma bibliothèque en même temps, mais Non, sur les des petits bouquins il y a beaucoup de bouquins qui sont très lourds, très fastidieux, pardon, général sur la préparation mentale, sur les choses comme ça, mais s'il y avait des petits bouquins plus simples et plus ah, abordables pour les sportifs, même au pour les pire, je sportifs pas très regarderai. Alors, il y en a, moi, j'ai des petits bouquins pas très épais sur la préparation mentale, je pourrais regarder. Là, j'ai malheureusement pas les titres en tête, mais je pourrais éventuellement, faire passer les informations, bibliothèque d'ouvrages, oui, mmh pourquoi pas. mh. Et du Mmh. coup, pour finir avec l'exercice que je voulais dire tout à l'heure, c'est un exercice plutôt général et global, pour apprendre à se concentrer. En tir à l'arc, il y aura toujours plein de choses qui vont vous passer dans la tête et vous pourrez jamais réussir à faire en sorte qu'il y a rien dans votre tête à part, ce que je suis en train de faire et ma cible et mon tir et ma stratégie de tir. Il y aura forcément plein de bribes d'informations qui vont passer, pas à cause du bruit, à cause de vous entendez à côté ou tout simplement parce que votre cerveau, il a plein de choses qui passent dans sa tête. Donc ça, vous pouvez pas le bloquer. Par contre, il faut apprendre à le traiter. C'est-à-dire, ben, là, je suis en train de vous parler, paf, je pense que, bah, j'ai oublié d'étendre ma lessive, OK. Je traite l'information, j'ai oublié d'étendre ma lessive, hop, bah, je m'en occupe dès que j'ai fini. L'information, elle est traitée. J'ai eu l'information que j'ai pas étendu ma lessive. On te le rappellera à la fin de l'émission. Ouais, non, mais c'était une image, mais oui. Et du coup, je sais que j'ai ça à faire, donc après l'émission, j'ai traité l'information, elle est passée, mais je l'ai rangée dans un coin parce que ça y est, j'ai trouvé la solution. Après l'émission, je vais m'occuper de ma lessive. Donc ça, il faut apprendre à traiter l'information et pour ça, il faut apprendre à se concentrer. Donc pour se concentrer, en fait, il existe un petit exercice, assez sympathique, avec une horloge avec des aiguilles et une trotteuse et en fait, vous vous mettez devant l'horloge et vous regardez la trotteuse. Et vous devez être capable de tenir 1 minute sans penser à rien d'autre qu'à la trotteuse. Ouh, c'est rude ça. Donc c'est très rude, c'est très difficile à faire, ça se fait encore une fois pas en un jour et au début c'est très, très énervant parce que vous vous rendez compte que vous pas très longtemps avant qu'il y ait une information qui passe dans votre tête et en fait petit à petit vous allez apprendre à être capable de rester concentré sur cette, trotteuse bien plus longtemps. Alors atteindre 1 minute, c'est Sacré super compliqué. J'y arrive pas moi. Et en fait, c'est un exercice qui est super bien pour, pas que pour le tir à l'arc en fait, pour la vie de tous les jours, pour apprendre à rester concentré sur quelque chose. Dans notre société aujourd'hui, où on est sollicité par plein de choses en même temps, bah, c'est très difficile de rester concentré sur une seule chose et c'est pour ça que c'est un exercice, généraliste qui est très intéressant et qui nous fait apprendre capacité à nous. et du coup, il faut faire quoi? Faut essayer de le faire 3, 4 fois à la suite, genre une fois par jour, une fois par semaine, faut le faire qu'1 fois, tous les mois? Faut Non, non, faut le faire le plus régulièrement possible donc si vous le faites 2 3 fois dans la semaine, ça peut être pas mal mais faire attention à pas le faire trop d'affilée parce qu'au bout d'un moment, c'est vraiment énervant de pas y arriver. Ça crée d'autres choses, à gérer, quoi. Mais quand vous sentez que non, c'est bon, pas la peine, ça m'a grillé toute l'énergie mentale que j'avais, ça va m'énerver, bah, vous passez à autre chose et vous y revenez fin de journée, le lendemain et c'est un exercice assez rigolo, enfin, pas au début, heu, c'est, assez important à mettre en place. Alors moi, j'en ai parlé à mes archers, la plupart m'ont envoyé bouler en me disant: «Ouais, c'est trop dur ton truc». Bah, faut essayer avant de le dire déjà, mais oui, c'est dur. Enfin, si on veut avancer, il faut faire des choses.
compliqué, hein, faut pas se leurrer, hein. C'est pas si facile que ça de tirer à l'arc et c'est pas si facile que ça de gérer ses émotions. Il faut à un moment donné accepter de passer par des moments pas très rigolos et après ils deviennent faciles. Mais c'est pareil quand on tire. Pour le coup, une flèche, c'est quelques secondes seulement, mais qui vont demander, la totalité de la concentration et de l'implication de l'archer au moment où il va la lancer, quoi. La lâcher? La libérer? La laisser partir? La libérer, La libérer, c'est bien. on parle de libération. Ah oui, c'est ça. Donc voilà, globalement un petit peu après, hésitez pas à demander à vos entraîneurs, peut-être qu'ils n'auront pas d'exercice, en auront et puis aller un petit peu chercher sur internet, préparation mentale globale ou faire attention aussi sur lesquels vous allez chercher, hein, pas trop des forums, plutôt, heu, spécialisés dans la préparation mentale et puis après, ben, vous pouvez travailler la respiration aussi, travail, mental, la respiration. Être capable de travailler des respirations qu'on va appeler lentes, respirations carrées, qui apprennent à descendre le palpitant et puis des respirations plutôt rapides qui, elles, vont aider à avoir un petit peu plus de palpitant quand on ou quoi. Très facile à trouver sur internet aussi. C'est de la préparation mentale, la respiration. J'ai une question qui a pas directement de lien avec, ce qu'on est en train de dire, mais avec quelque chose que tu viens de dire, dont on a parlé. À quel moment on est passé du terme de décocher une flèche à libérer une flèche et pourquoi? Si on regarde les films, médiévaux, tout ça, ils parlent tous de, décoche une flèche, on voit la flèche qui vole comme ça et pourquoi nous on dit libérer une flèche? Parce qu'en fait, toi, tu décoches pas ta flèche. Décocher la flèche, la décoche de la flèche, c'est le moment où l'encoche quitte la corde. Toi, tu n'as un lien qu'avec la corde. Donc toi, tu Mmh, libères ta corde. OK, Il y a même un terme, qui il y a quelques années, d'échappement. OK, Parce que, globalement, en fait, c'est comme si ta corde, elle t'échappait des doigts parce que tes doigts sont relâchés et toi, globalement, tu libères ta corde et la corde va faire qu'à un moment donné, l'encoche s'en va de la corde et c'est ce moment-là qu'on appelle la décoche. OK. Je croyais que c'était une notion de, j'ai toujours cru que c'était une notion de effectivement de relâchement des doigts qui laisse partir et donc qui libère un mouvement peut-être un peu plus, passif au niveau des doigts, plutôt que le décocher, c'était vraiment, on ouvre les doigts volontairement pour essayer de Bah, non, non, c'est pas ça. regarde D'accord, le OK. terme technique de décocher, c'est le moment où l'encoche quitte la corde. Oui, quand on dit encocher une flèche au moment où on la clip sur la corde. Mais effectivement, on parle de libération. OK. Je pensais qu'il y a une flèche qui était emprisonnée. On va voir des tags sur les murs des salles de tir à l'arc. Free Arrow. C'est et Arrow Watson. Voilà, je à la question pareil et que Bah, c'était c'est clair? bien. Mmh. Ouais, Dites-nous c'est dans clair. les commentaires si ça, Mmh. si ça vous aide, tous les conseils de Stéphanie ou si c'est, juste, de la répétition de ce que vous dit votre entraîneur. Je suis en train de réfléchir que en termes, anglais d'ailleurs, quand ils demandent, sur les arcs, sur les tableaux de spin et les choses comme ça, ils vont demander si c'est un relâchement mécanique ou un relâchement digital. Pour parler de si on tire avec les doigts ou si on tire avec un décocheur qui en fait n'est pas un décocheur, mais juste un libérateur finalement. Mais en quoi il est digital? Bah, digital en fait, c'est avec les doigts. En fait, c'est juste pour dire Ah oui! est-ce que tu tires la corde avec les doigts ou est-ce que tu tires la corde avec un truc mécanique? Je cherchais un truc, électronique, Ah, on te demande si c'est mechanical, release ou, digital release. Pardon pour le super accent. Release pour les compound OK. et finger release, c'est pour les Les doigts. ouais. Stéphanie, c'est pour quels arcs? Les recurve. Oh yeah, Ah, les je multilingues. Hop là. on en rigole, C'est un mais, cher international, hein, quand même. Vas-y, j'ai rigole. eu besoin de traduire un article en anglais et il comprend pas, même avec l'environnement du texte. Il me marque, recourbé pour l'arc, recurve. Il a pas Ah oui, compris que c'était arc classique. Il a fallu que je lui explique plusieurs fois ah pour bah qu'il intègre et qu'il puisse, comprendre. Mais la traduction était un peu compliquée, faites le jeu, allez sur un site d'un fabricant, d'arcs.
Vous, vous copiez le texte d'explication du produit de présentation et vous le mettez dans Google Traduction. Vous allez vous retrouver avec des colonnes montantes, avec des élévateurs à la place de la poignée, des rouleaux lisses et soyeux. Alors, la l'avanta On parlait d'une poulie qui va être plus un peu douce, et à moins une attaque moins franche. Enfin voilà, c'était assez rigolo des fois, les traductions. c'est pour ça que je parlais, d'intelligence artificielle où, justement je lui ai appris ce que c'est que, a recurve bow. Bow il a compris mais, l'arc il était Il était recourbé. recourbé. Ouais, Voilà. Donc je un lui ai expliqué 3-4 fois dans le texte parce que ça revenait plusieurs fois et après il m'a traduit automatiquement donc voilà, en fait, je trouve ça vachement intelligent, et magique, mais je sais pas si ça va rester longtemps. ah, On verra avec l'avenir. Mmh. très bien. Ça nous permet de passer les 15 prochains jours un peu plus en sérénité sur les entraînements. Du coup, quand on va revenir des vacances, on va attaquer la grosse période de la saison, salle qui va être les championnats. Alors Des les tournois, on va commencer. Ah oui, OK, bah tiens. Ah, 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 on va commencer un petit peu de lexique. C'est quoi la différence entre un tournoi et un championnat? Un tournoi, tu gagnes, un championnat, tu as un titre, à la fin. Mais, Un si tu as un tu as titre, un c'est ch parce que tu as gagné? alors un tournoi, tu vas gagner de l'argent, tu vas gagner une coupe, tu vas gagner quelque chose. Un championnat, tu vas gagner un titre départemental, un titre régional ou un titre, national. Ah, à la fin, le gagnant du championnat, il est champion. C'est ça. Alors après, nos Et le amis suisses, dites-nous dans les commentaires parce que vous, c'est un peu particulier, et pareil pour nos amis, québécois, puisqu'ils ont des championnats par État au Canada, donc mais ils ont pas de région comme nous, donc voilà, c'est un peu particulier. Mais voilà, en gros, le tournoi de Vegas, le tournoi de Nîmes, l'ex-tournoi de Bondy, on gagne, du cash, on gagne du matériel, mais c'est tout. On OK, n'a pas de titre, il y a pas de de titre. derrière. OK. Est-ce que la différence entre un tournoi et un championnat, il y a pas il y a un côté officiel plutôt ou institutionnel sur le championnat? Il est organisé par une structure peut-être un peu plus grande, on disait un championnat départemental, championnat régional, national? Alors un championnat, il est, que ça soit au foot, au hockey sur glace, au tir à l'arc ou quel que soit le sport, en général, c'est la fédération qui l'organise, quand c'est un championnat national. Dans les faits, c'est plus les clubs réellement qui l'organisent. Mais, c'est sous une idée Mmh, d'une comme tu dis, d'une institution, une institution. On va rester, assez large. Un tournoi, oui, c'est, le tournoi de Lancaster. On n'est pas sponsorisé par Lancaster, mais j'utilise ce terme-là. C'est Lancaster et seul qui décideur finance l'organisation de ce tournoi-là. qui décide de lui-même de son cahier des charges. C'est ça. Comme Après, en le général, il utilise, le règlement, alors ou en archerie ou un tournoi, bien particulier. mmh mh, Si vous prenez, le tournoi, j'ai oublié son nom, le King of Archery, ils ont leurs propres règles. Le tournoi de Vegas, c'est pareil, ce sont des gros 10. Donc c'est leur propre règlement, ils ont. d'accord. Le championnat est régi par une institution, même si c'est pas forcément lui qui l'organise. C'est ça. Tu as le règle enfin tu prends le règlement, dans lequel tu fais tous tes concours et voilà. Ouais, Steph? En fait, tu as un cahier des charges et n'importe qui peut l'organiser à partir du moment où on respecte le cahier. OK. C'est ça. Tu prends la Menhir Cup, tu prends, le tournoi de l'Alligator, je crois, ou quelque chose comme ça, Pour la coupe des c'était Miss, pareil. Tu avais tes propres règles, tu es plus là pour le fun, qu'autre chose. le tournoi, c'est l'organisateur qui décide, qui fait son cahier des charges et qui l'organise comme il veut, avec les règles qu'il veut. C'est ça. Mais après, il y a des tournois très connus, Mmh, alors j'en ai enfin, bah, on prend l'exemple, de Bondy ou de Nîmes, ce sont des tournois qui sont, alors je prends pas le cas où Bondy est une étape de coupe du monde ou Nîmes est Nîmes. une étape de coupe du monde ou chose comme ça.
mais ça reste un règlement, on va dire classique. Je mets des guillemets sur le classique. Ouais. Tu pas à la manière de compter les points ou la taille du but. Et je me posais la question, l'autre jour, j'ai pas réussi à avoir la réponse. La différence entre un championnat et une coupe, par exemple, championnat du monde, coupe du monde? Un championnat en général, tu as, je pense que c'est juste le terme en fait qui change. Mais sinon, ça change pas. Enfin, pour moi, il y avait une notion de plusieurs manches ou pas Non, parce et non, parce que je vais prendre l'exemple du football avec la Ligue 1, c'est un championnat national, tu plusieurs, matchs, et par contre, la coupe de France, bah, c'est pareil, il y a plusieurs matchs aussi. Alors après, tu as une élimination directe en fait, en coupe de France, mais j'ai pas d'exemple en fait de OK. coupe, enfin à moins que je me trompe, mais de mémoire, il y a pas de coupe en tir à l'arc en fait. Si, il y a la coupe de la Ligue, heu, qui est un tournoi organisé par, à l'époque, la Ligue des Pays de la Loire, qui est, tu as une phase qualificative où tu Mmh. classes tes équipes et après tu as des matchs de poule. Je te fais une belle transition parce que je la sens arriver la question qui arrive derrière, Nico. Tu as des matchs de poule et ensuite tu as des matchs à élimination pour pouvoir, savoir qui gagne, enfin, qui sort et qui gagne à la fin, quoi. Tu veux que je te pose ta question, hein, du coup? Vas-y, pose-la, ça te démange? On fait les malins parce que du coup, j'ai appris ça, la différence, il y a pas longtemps. Mais alors Mathieu, c'est quoi la différence entre un match et un duel? Et bah, un On entend match, beaucoup parler sur les tournois, sur les championnats, sur les trucs par équipe aussi. Un coup on parle de match, un coup on va parler de duel et j'ai appris il y a pas longtemps que c'était pas la même chose. non. Un match, en D2 ou en D1, tu as des matchs, entre les équipes, c'est-à-dire que toutes les équipes vont se rencontrer à un moment ou à un autre. Un duel, sauf une exception, si tu perds, tu ne tires plus. Il y a que ta demi-finale, en fait, où si tu perds ta demi-finale, tu vas, Petite finale. jouer à nouveau pour, éventuellement, je remets des guillemets pour nos auditeurs, en podcast, Ah, heu c'est pas hyper, audio, audio rentable de faire les guillemets avec les doigts. oui, mais je le dis que je mets des Oui. guillemets. Hem, En fait, les JO, tu as des duels, à élimination directe. Tu as un duel pour la troisième place. Par contre, en escrime, tu n'as pas de duel pour la troisième place. C'est-à-dire que tu as perdu ta demi-finale, tu es troisième et il y a 2 troisièmes sur le podium. OK, je fais pas ça. Donc En en fait, foot en foot, tu vas avoir un match pour la troisième place. En hockey sur glace, tu as un match pour la troisième place. Donc voilà. après c'est différent, c'est des sports qui sont différents, donc de toute façon, on va parler de match et pas de duel. Tu parles pas d'un duel de foot, même si c'est élimination directe. C'est ça. Mais d'accord, donc dans le tir à l'arc, si c'est un duel, quand tu as perdu, tu pleures et tu rentres chez toi. Alors, tu prends une coupe de monde de football. Mmh. Tu as les phases de poules où tu as des matchs. Tu dois avoir, des poules de 4, je crois, ou un truc Mmh. comme ça. Bicounet, s'il te plaît, ne m'en veux pas. On va prendre un exemple où tu as 4 équipes dans une poule. Ils vont jouer 3 matchs. Ils vont faire un classement dans la poule et le premier va rencontrer le deuxième d'une autre poule. Mmh. Mais là, ça sera des duels parce que ça sera une élimination directe. Oui, mais c'est que dans le vocabulaire du sport, on parle quand même de match, sur Voilà, du ça foot. reste ça reste un match de foot, mais dans la coupe du monde, c'est à élimina enfin, ça Mmh mh. ça s'appelle les phases finales et là, c'est des duels. Ouais, on va dire des matchs. Donc dans le tir à l'arc, hein, quand tu fais un match, si tu as perdu ton match, tu continues parce que potentiellement c'est des matchs de poule ou des matchs de classement, donc tu continues de tirer après. Quand tu fais un duel, si tu as perdu ton duel, tu ton arc. C'est ça, sauf Je si peux me tu te permettre bats. de rebondir sur ce que tu as dit juste avant, Nico. Si tu perds ton match, tu pleures et tu rentres chez toi, bah, je suis pas d'accord. Que soit tu as gagné ton match, soit tu as appris quelque chose. Donc tu ne pleures pas, tu encaisses, tu Oui, travailles dans ta tête et la fois d'après, tu seras plus fort. Je
pleure parce que j'ai appris trop de choses, c'est trop beau, toutes ces informations qui rentrent à l'intérieur de moi, ça me submerge d'émotions et je pleure de joie. Vas-y, rattrape-toi comme tu peux. Généralement, on ne gagne pas. Soit tu gagnes, soit tu apprends. C'est ça. Ah, il y a des leçons qui sont plus douloureuses que d'autres, mais Jamais oui, mais c'est celles qui te oui, font qui beaucoup qui te font plus le plus avancer. avancer, tout à fait. Voilà, Tu as, par pour revenir, tu as des matchs, beaucoup en équipe, des RH, des RE, D1, D2, tu as beaucoup de matchs Mmh, et tu as beaucoup de duels sur des championnats, régionaux, départementaux. Hem, mmh, je sais que nous, dans l'Aisne, on a des duels maintenant. Je crois que dans le Rhône, depuis peu, il y a, en salle, des duels aussi. Moi, mmh, j'ai été élevé dans les Pays de la Loire avec des duels dès les départementaux, dès les régionaux. Donc je vais être vulgaire, mais tu bouffes du duel, en fait, très, très tôt dans le championnat. Enfin dans la saison. intéressant, hein, comme les championnats, un peu Oui et puis il y a des clubs, il y a une dizaine d'années en Vendée, qui s'amusaient à organiser justement des, tournois, avec des matchs, mais ce qui permettait en fait d'avoir, bah, un peu de bagage, un peu plus d'expérience que les autres, en one contre one, en salle, quoi. alors du coup, pour juste pour rebondir un petit peu, pour expliquer, parce qu'on parle de tournois et de championnats, et ceux qui nous écoutent savent pas forcément, comment ça se passe. Alors ça va être souvent sur les championnats régionaux et les championnats nationaux sont nationaux, ça c'est sûr que c'est comme ça et régionaux très souvent. Pour pouvoir y participer, c'est une, sélection au niveau du classement. Classement régional pour le championnat régional ou classement national pour le championnat national. Donc ils vont prendre les temps premiers du classement, qui s'inscrivent, heu, qui est basé sur la moyenne des 3, mais souvent les 3 meilleurs scores de la saison. En général, c'est les 3 meilleurs. Il y a quelques régions où le championnat régional extérieur, c'est pas, sur les 3 meilleurs, mais sur les Parce 2 qu'il meilleurs. parce qu'il y a pas assez, il faut qu'il y ait assez de concours pour pouvoir en faire 3 aussi, Bah, sinon en fait, on incite aux gens de venir au championnat pour faire leur troisième score parce qu'il y en a pas beaucoup. pas assez. Et du coup, le championnat se déroule avec un mode de compétition un petit peu, du week-end, en première partie avec un tir qualificatif sur 60 flèches comme un concours, standard. Qui va permettre de faire un classement et ensuite il va y avoir un arbre de rencontres comme, sur les autres compétitions de tennis par exemple, de foot où les archers vont se rencontrer, 1 à un et avec un gagnant et une personne, éliminée et jusqu'à ce qu'il soit plus que 2 et qu'il y ait un 1er, un deuxième à la fin. Alors, l'arbre, il est, dispo sur le manuel de l'arbitre, mais si vous l'avez pas, c'est assez simple, c'est le premier contre le dernier, le deuxième contre l'avant-dernier et cetera. Et ainsi de suite. Donc c'est assez, je mets des guillemets, encore une fois, c'est assez, facilement retrouvable, à la main si vous avez pas un manuel de l'arbitre sous la main. C'est ça. Et du coup, voilà, les championnats et les tournois sont comme ça. Il y a de plus en plus, j'ai l'impression, de clubs qui essayent de s'amuser, dans la saison régulière, on va dire, à organiser des tournois. Donc ce format-là sur un week-end de compétition, normal, c'est intéressant parce que du coup, il per ça permet de préparer un petit peu les championnats qui arrivent, après et comme ça nous fait une super transition pour essayer bah, de comprendre et discuter un petit peu comment est-ce qu'on peut préparer, à l'entraînement des modes de compétition qui sont un petit peu différents de ce qu'on peut avoir, d'habitude, avec une augmentation de la tension, de la pression au fur et à mesure de la journée. On tire souvent beaucoup plus de flèches que ce qu'on tire à l'entraînement. Ça peut durer, plus pas beaucoup, un peu plus. Plus on va loin, plus on tire de flèches, mais c'est des flèches qui sont de plus en plus, stressantes et impliquantes. Comment est-ce qu'on peut préparer, ça dans sa saison un peu, régulière, Steph? Alors, je vais Ah, pardon. avant que Steph, elle réponde, je vais vous donner Mmh. des exemples. En Bretagne, à une époque, il y avait qu'une DR. Donc les clubs faisaient, 3 concours extérieurs
et monter et aller à la finale, en fait, des DR. Mmh mh. Mais en fait, les équipes avaient jamais fait un duel, n'avaient jamais fait un match, ne savaient pas ce que c'était, en fait. Bah, c'est ce qui Ils peut s'étaient pas arriver, du tout entraînés, ils n'avaient aucun vécu, sauf s'ils étaient entraînés, en fait, dans leur club et ce qui faisait que, c'était très compliqué, en fait, pour les clubs, bretons d'arriver sans expérience. c'est ce qui peut arriver sur des championnats régionaux, hein, c'est déjà arrivé des gens qui font leur premier championnat régional et qui découvrent qu'il y a des matchs l'après-midi et qui ne savent pas comment ça se passe, par exemple. Et il y a quelques régions où tu arrives le matin, on prend le classement, en fait, de la saison et tu attaques direct Aussi par les ça, duels. Donc tu arrives, tu montes ton arc, tu prends 6-0 dans la tête, tu plies ton arc, tu rentres chez toi. mais du coup, comment est-ce qu'on peut faire à l'entraînement pour préparer ça? Mais réponds, enfin, Stéphanie, on t'a posé la question, je sais pas il y a combien de temps et tu ne réponds pas. J'attends que vous me laissiez la parole, en fait. Mmh Hem mh. Et ben, il va y avoir, différentes manières de travailler le duel. Globalement, la manière la plus logique, c'est de faire des duels, à l'entraînement, alors, contre des archers de même niveau ou d'adapter, si c'est pas des archers de même niveau, de faire des duels, du coup, en zone de réussite. Comme ça, 2 archers de niveaux différents peuvent se rencontrer et avoir une régularité et se battre un petit peu plus sur le match parce que, ben, une flèche dans la zone égale un point. Quand vous avez, 3 flèches dans la zone et l'autre 2, ben, vous avez gagné les 2 points. Si vous avez tous les 2 3 flèches dans la zone, il y a un point chacun et on continue à battre jusqu'à ce qu'on arrive à 6-0. Il va y avoir, le travail de quand on fait d'abord une qualification et après on enchaîne les matchs, bah, il y a tout simplement le travail du tir compté à l'entraînement, hein. Tir compté qu'on va faire, avec ou sans temps imparti en fonction des gens et en fait, plus on va se rapprocher à l'entraînement de format de la compétition, plus on va se préparer à ce format-là. Attention, j'ai dit on va se préparer à ce format-là. Tout ce qu'on va mettre en place en entraînement va jamais générer le même stress que qu'on va rencontrer en compétition. À l'entraînement, on est dans une salle, habituelle, on a ses routines, ses petites habitudes, on connaît les pierres, on connaît les gens qu'il y a autour et on sait que globalement c'est pas officiel, c'est pas noté sur un papier officiellement et ça va pas remonter à la fédération. Donc c'est toujours plus facile d'être détendu et relâché à ce niveau-là. Donc après, c'est à nous, entraîneurs, d'essayer de trouver des situations, qui vont être stressantes et qui vont mettre l'archer, dans la difficulté, par l'ajout d'un chrono. Pourquoi pas imaginer, il y a toujours des arbitres dans les clubs, hein, si les clubs organisent des compétitions d'arbitres, imaginez, convoquer à l'entraînement ce jour-là un arbitre, pour, reproduire un petit peu ce qui va se passer durant la compétition. Favoriser les rencontres entre clubs aussi, être capable de trouver, dans les clubs alentours des gens, qui vont avoir le même niveau que ceux du club pour pouvoir aller faire des matchs, donc déjà contre des gens dont on n'a pas l'habitude de tirer puisque dans notre club, des gens qui vont avoir le même niveau, donc qui vont générer le même stress, un stress un peu plus important parce qu'on va quand même avoir envie de les gagner. Le fait qu'on fasse ce genre de rencontre, bah, forcément on sort un petit peu de sa zone de confort, donc ça crée un petit peu plus de stress. On peut aussi à l'entraînement, alors c'est plus difficile à mettre en place, mais ça se fait pour l'avoir eu fait moi, une fois, et faire, lors d'un entraînement, ben, convoquer, tous les archers du club, tous les gens qui sont pas sur ce créneau-là et leur demander de venir, faire spectateur d'une petite arène qui aura été créée dans le club. Hem, ben, moyennant, le fait de pourquoi pas, ben, avoir un entraînement avec l'entraîneur à un autre moment. Pas forcément, faut qu'il y ait une contrepartie, hein. Juste leur dire: «Bah, voilà, vous allez voir des archers, qui ont peut-être un niveau un petit peu supérieur, donc voir un petit peu comment ça se passe, apprendre déjà à voir comment ça se passe, la préparation des matchs et donc créer une petite arène, à l'entraînement. Alors une petite arène, ça ne sera pas l'arène qu'on va avoir, lors des championnats, hein, mais déjà s'il y a 5, 6, 7 personnes qui sont là juste pour vous regarder tirer, ça a tendance à créer un petit stress supplémentaire et Léger. même si c'est des gens qu'on connaît, en fait. Tu as jamais fait venir la famille? Alors, bah, là, sur cette fois-là, il y avait pas forcément de famille, mais la famille, c'est toujours un petit peu ça dépend aussi des archers, alors, j'aime pas trop. Pas toujours très facile pour un jeune archer, par exemple, de tirer avec ses parents derrière.
j'ai envie de montrer à papa et maman que je vais bien. Donc ça va générer un petit peu trop de stress, un petit peu trop de tension, c'est pas forcément nécessaire avant à l'approche, d'une compétition. Non, je l'ai rarement fait ça. Moi, je l'ai jamais fait. Je l'ai fait une fois avec, les jeunes, où les parents sont restés à l'entraînement, alors après les parents ont mis une ambiance de malade mental, mais ils ont applaudi et tout machin, mais ça a mis, le stress et ça a boosté beaucoup de monde. C'était plutôt agréable. Vous pouvez mettre la musique aussi à l'entraînement. On a tellement l'habitude à l'entraînement: «Chut, faut pas faire de bruit», sauf qu'en championnat, il y a de la musique, il y a des gens qui parlent, il y a des spectateurs. Donc ça, c'est important aussi et générer du bruit. Moi, ça m'arrive que sur certains entraînements où on va travailler, ces championnats, je fasse du bruit. Je passe derrière un archer en claquant des doigts, je parle plus fort, pour donner une consigne technique à côté. Ça m'est arrivé, de jeter un truc par terre pour faire beaucoup de bruit d'un coup et que l'archer soit capable de rester dans sa bulle. En fait, plus on va générer des choses perturbantes à l'entraînement et où l'archer va apprendre à gérer ces choses-là, en fait, moins il y aura de découvertes lors de ces championnats et qui vont le déstabiliser, en fait. En fait, pour préparer un archer à quelque compétition que ce soit, juste apprendre à le sortir de sa zone de confort. Donc il faut discuter avec lui pour savoir qu'est-ce qui lui pose problème. Est-ce que c'est plutôt le bruit? Est-ce que c'est plutôt la lumière? Est-ce que c'est plutôt le champ de vision? Qu'est-ce qui lui pose problème? Trouver ce que ça génère chez lui en termes de stress. Est-ce qu'il transpire? Est-ce qu'il a le palpitant qui tape plus fort? Est-ce que, voilà, tout ce que ça va générer pour apprendre à le travailler à l'entraînement, c'est pas le gommer le travail, juste le maîtriser. OK, là j'ai un petit coup de speed, j'ai mon cœur qui commence à battre vachement plus fort parce que là je vais arriver dans mon quart de finale. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire dans ces cas-là? Bah, c'est de la respiration pour apprendre à baisser le palpitant et être capable de rester concentré sur les bonnes choses. Bah, ça se travaille en entraînement. Il faut déjà en discuter avec l'archer pour pouvoir mettre le doigt dessus, pour le faire travailler. Et plus on va générer de situations inconfortables à l'entraînement, difficiles, qui les font sortir de leur zone de confort, ils seront capables lors des compétitions en fait, ils seront prêts à toutes les situations. Un archer qui va partir confiant en compétition, c'est un archer qui est prêt à toutes les situations et qui sait les maîtriser. Hem, Ça va générer forcément quelque chose de pas très agréable sur le moment, mais après ça va être à nous, coachs, plus entraîneurs, mais coachs, de lui remettre, les points sur les i en lui disant: «OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a vu à l'entraînement? Qu'est-ce que tu as à faire? OK et ben, tu te mets là-dessus». Et aujourd'hui, la vraie difficulté des archers, c'est qu'en fait, ils mettent très peu d'investissement à l'entraînement parce que c'est facile, c'est dans une salle qu'on connaît, c'est avec des potes, on rigole, machin. Et par contre, en compétition, ils te mettent une pression monstrueuse parce que du coup, d'un seul coup, faut faire super bien, je suis pas chez moi. Bah non, en fait. Faut faire un petit peu plus à l'entraînement et se mettre un peu plus dans l'inconfort pour créer moins d'inconfort en compète et retrouver un équilibre, en fait. Que la compète soit moins un truc insurmontable à passer. Faut éviter de rentrer dans une routine d'entraînement, en fait. Non, alors il y a des notions de routine qui sont importantes. Il y a des routines qui sont importantes à avoir, mais qu'il faut être capable de réajuster en Oui, mais fonction de l'inconfort qu'on va rencontrer, en fait. je parlais de routine de situation. Essayer de se mettre dans des situations un peu différentes, Moi, les archers que j'ai la chance de travailler avec des clubs depuis plusieurs années maintenant. Et en fait, les archers, j'en ai depuis certains que je suis dedans et je les connais et je sais ce qui leur pose problème et ce qui les met dans l'inconfort. Et ben, je vais faire exprès de leur faire travailler ça à l'entraînement. Pas parce que je suis sadique et que ça m'éclate de les voir dans la difficulté, hein, mais parce que oh, c'est ça qui va les faire oh, avancer. eh, Non, non. un petit peu, des fois, Mais ça fait du parce que c'est bien. ça qui va les faire avancer, en fait. Mmh. C'est ça qui va faire qu'à un moment donné, cet inconfort-là, bah, ils vont être capables de le maîtriser et du coup, ben, cet obstacle-là, on l'aura Mmh. maîtrisé et on pourra passer à autre chose. Ah bah, faire apprendre ou faire travailler quelque chose qu'on sait faire, on progresse. Moins on progressera mieux à travailler sur les trucs qui sont difficiles pour nous, ça c'est sûr. Il y a, il y a les Pom-Pom Girls aussi à Nîmes, à une époque. Ça en a déstabilisé plusieurs, des archers, D'accord. ben, en fait, elles sont sur l'arène centrale et puis, bah, en fait, elles ressortent par là où rentrent les archers. Donc tu vois, 20-30 personnes qui courent, à côté de toi alors que tu es censé te concentrer, pour aller tirer ton duel. Il y en a certains que ça dérange un peu. Après pas moi, hein, parce que j'ai pas le niveau pour arriver là. Et voilà, plus on va créer, on n'aura jamais le même stress en compète à l'entraînement qu'en compète. Ça, c'est normal.
Et par contre, on peut générer des choses qui vont créer à moindre échelle ce stress pour pouvoir identifier, ben, les facteurs. Qu'est-ce que ça génère chez l'archer? Et à partir de ce que ça génère chez l'archer, donc ça c'est bah, OK, comment on peut contrebalancer ça? On ne pourra jamais aller tirer sans stress. Et au contraire, il vaut mieux pas aller tirer sans stress parce que s'il y a pas de stress, il y a pas d'investissement, il y a pas d'envie. Il faut qu'il y ait un minimum de stress, c'est ce qu'on appelle le stress positif, mais il faut apprendre en fait à le stress négatif, à le transformer en positif et transformer en quelque chose de moteur qui va faire que l'archer, il va avoir envie d'y aller, quoi. Et de toute façon, une flèche tirée à l'entraînement, quelle que soit la situation, paille ou tir compté, sera jamais aussi confortable qu'une flèche, de compète et les sensations en compète. Par contre, on peut créer des choses qui vont générer un petit peu de stress et qui vont permettre d'apprendre à encaisser ces sensations pas très agréables et apprendre à travailler avec, en fait. On est tous champions du monde à l'entraînement. Sur Oui, la paille. Mmh, mmh, mais parce qu'on tire facilement, sans se mmh. poser de questions et sans chercher à bien faire et dès qu'il y a un blason ou dès qu'on est en compétition, on veut chercher à faire super bien. Et en fait, il faut pas chercher à faire super bien, il faut juste chercher à faire ce qu'on sait faire. Il faut accepter que quand on accepte, à l'entraînement que le viseur bouge dans la zone, ben, on doit accepter ce même mouvement en compète et d'un seul coup, c'est pas parce que si ma zone c'est 7 à l'entraînement, ça peut pas devenir le 10 en compète. Donc faut arrêter de vouloir viser le 10 en compète, en fait. Savoir se satisfaire de ce qu'on sait faire. Quand ma zone de réussite c'est 7, si j'ai fait 3 fois 7, et ben, c'est cool, mes 3 flèches sont dans la zone. Peut-être ça fait pas 30, mais ça fait 3 flèches dans la zone, en fait. Et une zone de réussite, c'est 80 des flèches dedans. Donc forcément, il y en a qui vont à côté, c'est normal. Et c'est pas grave si derrière vous êtes capable de vous recentrer sur les bonnes choses pour que les autres aillent dans la zone, en fait. Voilà. Bah, OK. Ah, ça a calmé tout le monde. Bah, tu veux dire Non, quoi derrière? non, mais bah, rien, allez vous entraîner. Non, je vais en profiter aussi Allez pour vous entraîner, mais allez jouer à allez, tirer à l'arc, en fait. Amusez-vous à tirer vos flèches, mais aussi en compète. c'est pas un jeu, mais alors qu'est-ce qu'on s'amuse? Alors moi, mes meilleures compètes de ma carrière, c'est celles où je me suis amusée face à la cible, en fait, et où j'ai arrêté de chercher à faire des points. J'ai accepté de tirer mes flèches comme je sais faire d'habitude, j'ai pris des risques, j'ai osé, et c'est là où ça a fonctionné. Mmh mh. Mais c'était pas forcément facile pour autant, hein. Ah non, ça c'est heu, préparer aussi les championnats, je voulais rajouter moi un petit point, ça peut être c'est typiquement le moment pour le coup, alors c'est complémentaire avec ce que enfin, c'est typiquement le moment de faire un petit point sur votre matos et sur vos réglages c'est le moment où vous allez chercher, un petit peu aller, jouer un peu plus en compète et vous allez chercher un peu les performances parce qu'on va aller arriver sur les échéances. Prenez une ou 2 séances pour checker votre matos, vérifier, bien que, rien n'a bougé, que rien ne s'est desserré, que, vous êtes sur le bon réglage, de tiller, le bon détalonnage, que, faire une petite vérification avec des flèches, empennés, non empennés, enfin, vérifiez votre matériel en fait pour que, non, pour que vous soyez disponible pour tout ce que vous a dit, Steph, de travail un petit peu, mental et que, en fait, le matériel, ce soit plus une préoccupation pour vous à ce moment-là. C'est plus le moment de changer de matériel, non plus, de faire de la réadaptation, de, se poser des questions. Là, c'est le moment où vraiment faut jouer, il faut, garder la confiance ou acquérir un petit peu de confiance et c'est typiquement le moment où, bah, validez votre matériel, vos réglages et comme ça après, comme disait Steph, tout à l'heure, l'info elle est traitée. Mon matériel il est réglé, il est OK, moi je suis OK avec ça et j'ai plus à me préoccuper d'eux et j'ai malheureusement plus d'excuses en compète de dire: «Oui mais c'est mon tiller, il est pas réglé, oui mais ça c'est pas réglé». Faites-le maintenant, faites-le avant et comme ça après vous serez dispo pour pouvoir jouer correctement sans vous prendre la tête. Alors, Nico, tu es en Oui. train de dire aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, ce que vous allez avoir pour Noël comme cadeau, vous les utilisez pas avant la saison extérieure. Ah, c'est par exemple, ça dépend ce que c'est le carquois, vous pouvez. Voilà. Les nouvelles plumes, vous pouvez. Mais si on vous offre des branches, si on vous offre un arc, si on vous offre des flèches,
faites attention au temps que ça peut prendre, de le régler et de l'adapter. Alors il y a des choses qui vont être plus facilement adaptables, que d'autres. Vous avez des nouvelles flèches, potentiellement une séance, les flèches elles sont réglées et en avant. Une paire de branches, une poignée, ça peut être un petit peu, différent, le la sensation est différent, le grip est différent. Parlez-en avec votre entraîneur, toujours, 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 on le répétera jamais assez. Si vous changez de matériel, vous en discutez avec votre entraîneur avant. Déjà parce qu'il pourra vous conseiller un petit peu, vous donner quelques, préconisations sur ce qu'il faut que vous preniez et puis parce que ça peut avoir des, Stéphanie ne le sait que trop bien, ça peut avoir des complications, enfin pas des complications, des implications derrière que vous ne soupçonnez même pas. Changer de poignet ou changer de branche, la sensation elle est différente, votre position va être différente, votre réaction va être différente et ça peut être beaucoup de travail derrière pour revenir sur la même chose et faire ça juste avant les championnats où vous allez chercher un petit peu des scores et des résultats et bah, ça serait dommage, c'est un petit peu vous tirer une flèche dans le pied. Ah, ah, ah. Exactement ça et moi je voudrais rajouter, parler à votre entraîneur de changement de matériel, mais en fait parler de tout à votre Mmh, entraîneur qui vous trotte dans la tête, qui vous fait vous poser des questions, qui vous rend incertain, qui vous crée des sensations pas bonnes. En fait, nous, entraîneurs et les gens dans la vie de tous les jours, pas forcément que les entraîneurs, en fait, on sait pas lire dans la tête des gens. Si vous nous dites pas ce qui se passe dans votre tête, alors il y a des choses qu'on pourra déceler dans la manière de tirer, dans votre comportement, mais il n'empêche qu'on n'aura pas forcément le fin mot de l'histoire. Faut venir en parler en fait, l'entraîneur aura pas forcément la réponse dans l'immédiat. Ça va peut-être nécessiter de se renseigner, de poser des questions à d'autres entraîneurs, de parce qu'on n'a pas la science infuse. Mais en même temps, on peut pas vous aider si vous le dites pas, quoi. Si vous vous Et êtes après, fait larguer, j'avais une si vos compète, j'ai pas parents envie, vraiment, je divorcent, te le dis si vous vous vraiment. faites virer, c'est des si choses qui peuvent, à mon avis, un petit peu trotter dans la tête. si vous êtes malade ou juste fatigué, ça suffit, hein, Mathieu. Voilà, Mais c'est Non, non, intense non, mais voilà, je dans la connais, tête chaque année, je me retrouve confrontée à des gens qui viennent me parler trop tard, en fait. mmh et c'est trop tard pour réagir. J'ai fait des petites, statistiques pour rigoler. Alors si vous suivez un petit peu, et l'un et l'autre, vous aurez compris que Stéphanie, c'est mon entraîneur. Mmh. Et en fait, j'ai fait des mais comment qu'est-ce que ça se fait, dis donc? Donc Et regarde, là, il y a Stéphanie, 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 Stéphanie et là, il y a Stéphanie, Stéphanie, Stéphanie. J'ai plein de petites Stéphanie avec moi tout le temps pour quand je veux m'entraîner et en fait, j'ai fait des et je alors j'ai pas fait des vraies statistiques, mais j'ai regardé quand, je m'entraîne avec Stéphanie, quand je m'entraîne sans Stéphanie, quand je suis sans Stéphanie, je tire entre 1,5 fois et 2 fois plus de flèches dans le même temps, quand il y a Stéphanie. Parce qu'avec Stéphanie, en fait, je sors de ma tête tout ce qui passe, je le dis. Alors après, elle me dit: Ça sert à rien». Hop, on dégage l'info, ça on s'en sert. Des fois, elle me force en disant: «Vas-y, sors là ta connerie, puis comme ça, on peut passer à la suite». Donc je sors ma blague parce que ça se voit sur ma tronche et qu'elle me connaît bien. Donc tu vois? Mais en fait, il faut vraiment parler de: «Je sens un petit peu ci, là je suis pas bien, là j'ai trouvé ça curieux, là j'ai» parlez-en parce que la réflexion de Stéphanie de 9 fois sur 10, c'est: «Ne te fie pas à tes sensations parce qu'elles sont très différentes et si tu as un doute, dis-le moi et l'entraîneur est en fait là pour réfléchir à votre place». Elle me dit tout le temps: «Arrête de réfléchir, tu es à l'intérieur, tu sais pas, je suis là pour réfléchir à ta place, dis ce que tu as à dire, on en discute ou je classe l'affaire et ensuite on avance». Et c'est votre psy de l'entraînement, c'est votre psy du sport. Si vous lui dites pas tout, il peut pas tout savoir. Si vous lui dites pas que vous avez mal à l'épaule, il peut, et qu'il vous fait faire des temps de tenue, en fait, il peut pas savoir que vous avez mal à l'épaule, sauf quand vous vous mettez à pleurer et là, c'est un petit peu tard. Donc Pas vraiment très parler, confortable. hein? Pour l'entraîneur, c'est pas très confortable quand l'archer Non, commence à pleurer. mais je pense que pour l'archer non plus. Enfin, c'est confortable pour personne. Et donc vraiment parlez à votre entraîneur, c'est lui qui est là pour vous aider. Faites-lui confiance et suivez ses, et voilà et parlez-lui parce que il est là pour vous aider, mais il peut pas là pour deviner. Dans le alors Stéphanie, elle va me confirmer parce qu'elle doit l'avoir, en face d'elle. Dans le livre Total Archery, qui a été écrit par un grand entraîneur coréen, dans les premiers chapitres, Je c'est regarde ma bien bibliothèque indiqué, en même il temps. dit: «Je ne travaille qu'avec des archers qui me font confiance et avec Ah, qui je peux échanger». Mmh mh.
Heu, Sinon, tu peux rien faire, si en fait. si j si l'archer n'a pas confiance dans ce que je lui dis, dans ce que je lui et qu'il me dit pas quand ça va pas, ça marchera pas. Donc Faut Stéphanie le l'écrire, dit, ouais. des grands entraîneurs coréens le disent aussi, c'est qu'il y a un moment, c'est peut-être vrai. Bah, Stéphanie a confirmé les grands entraîneurs coréens, donc c'est bon, hein. Tout va bien. Quel qui a fait la c'est pas toi qui as fait la préface d'ailleurs du livre, Steph? Non? Non, non, mais Mais je l'ai oui, beaucoup vu. faites confiance, écoutez votre entraîneur. L'entraîneur, comme disait Steph, l'entraîneur a pas la science infuse. Donc il va vous proposer des choses qui peut-être vont fonctionner, peut-être ne vont pas fonctionner, mais si vous faites pas de retour, l'entraîneur, il peut pas savoir et il peut pas adapter, derrière. Soit un entraîneur ou juste un encadrant, peut-être, parce que c'est peut-être pas forcément un entraîneur pro, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un entraîneur professionnel, quel niveau que ce soit même de diplôme, mais dans son club et des fois, c'est un ancien du club qui aide. Même lui, si vous lui dites pas quand il y a quelque chose qui va pas, il peut pas le savoir et il peut pas réadapter, il peut pas s'adapter à vous. Il y a des gens qui nous regardent qui n'ont pas d'entraîneur, hein, on le sait, hein. C'est vrai, aussi. Bah, c'est aussi pour eux qu'on est là, hein. Bah, c'est un peu Mmh. pour ça que j'aime bien faire cette émission parce que si et Mmh mh. c'est avec plaisir parce que je fais ce métier-là pour ça, en fait. Je fais pas ça pour embêter les gens ou pour les forcer à faire des choses qu'ils aiment pas, mais c'est parce que moi, mon objectif, c'est de les faire aller dans la direction dans laquelle ils veulent aller. Ça passe par des moments pas très agréables avec moi, mais grâce à ça qu'on a Vous avez 2 exemples d'archers qui ont énormément progressé avec Stéphanie. On a ramené une belle médaille qui est, juste au-dessus de ma tête avec Nico, Voilà, chacun une médaille grâce à Stéphanie, hein. c'est ça. Bah, moi, je Oui, l'ai oui. gagné avec toi, hein. Oui. Moi aussi, je l'ai gagné avec toi. Bah, ça devait être le même moment, je pense. Ah, c'est c'est ça. possible, c'est au même endroit et ben, du coup, on va passer, au point suivant. On va faire le petit quart d'heure culture. C'est parti. Je vais encore parler de cinéma parce que j'adore ça et puis ça fait du bien un petit peu de regarder un film entre 2 flèches. Hem, voilà, j'ai regardé beaucoup de films entre les 2 dernières flèches que j'ai enfin, entre la dernière et celle que je vais tirer la prochaine, mais c'est pas grave. Je vais vous parler de La vie rêvée de Walter Mitty. Ouais. Hem, voilà. Donc vous voyez la tête de mes copains, pour ceux qui sont en vidéo, pour ceux qui sont en podcast, non. C'est la vie, si je reprends, le texte d'Allociné, c'est un homme ordinaire enfermé dans son quotidien qui n'ose s'évader qu'à travers des rêves à la fois drôles, extravagants. Alors, moi, j'ai vu que la version de 2013 avec, Ben Stiller. C'est en vrai un comment ça s'appelle? C'est en fait un remake, d'un vieux film. Les 2 sont aussi bonnes, mais moi je connais que celle-là et clairement, c'est quand on a parlé le mois dernier de Kaizen, que ça m'a fait penser en fait à ce film-là de quelqu'un qui réalise son rêve. Donc en fait, Ben Stiller, il sort de son quotidien, il ose des choses dans son quotidien et c'est tellement, J'ai enfin voilà, ça a été mon film, préféré de 2013. C'est dans je pense que c'est dans mon top 3 des meilleurs films que je préfère. Donc si vous avez un coup de blues à un moment ou à un autre, regardez ce film, même si vous dites que votre vie elle est, toute pourrie ou autre machin, regardez ce film. C'est, heu, c'est du bonheur en barre. Voilà. Ça change beaucoup pour ceux qui aiment pas trop on peut ne pas aimer trop, Ben Stiller. C'est un film qui change beaucoup de ce qu'il fait d'habitude, des comédies Oui. qu'il peut faire, d'habitude, donc c'est pas du Ben Stiller style, mais voilà, il y a des images très, très belles. La bande son est incroyable, vraiment très, très chouette et à essayer, quoi. Voilà, alors si vous voulez le voir, donc ça dure 2 heures, et c'est sur la plateforme de streaming aux grandes oreilles. C'est rigolo que tu parles de ce film parce que moi, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, en fait, j'ai dû le voir en début d'année, parce que
J'ai un pote, qui m'en avait parlé, qui voulait à tout prix qu'on le voie et en fait, chaque fois je lui bottais en touche, justement parce que, il y avait ce côté Ben Stiller, qui est très enfin, qui est bien, hein, j'aime bien l'acteur, mais toujours dans ses rôles un peu, comiques, un peu, loufoques et enfin voilà, ça m'attirait pas plus que ça et en fait, il a fini à force de travailler, il a fini par me convaincre de regarder le film et en fait, extraordinaire parce que c'est comme dit Nico, vraiment pas du tout le style de Ben Stiller. Il y a des paysages magnifiques et puis en fait, c'est rigolo et en même temps, c'est tellement proche de ce qu'on pourrait vivre si on se lançait dans le même type d'aventure que, bah, en fait, et puis il est hyper émouvant. Mmh mh. Très, très beau film. Faut vraiment pas hésiter à le regarder. Mmh mh. Voilà, alors moi enfin, j'ai pensé à ça parce qu'on en a parlé, enfin, on a parlé de Kaizen la dernière fois, mais aussi parce que, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont pas forcément le moral. Moi, je suis pas mal fatigué en cette fin d'année avec toutes les émissions et tout le reste, heu et ça m'a fait en fait, énormément de bien. Donc voilà, allez voir ce film, regardez-le en famille, vous verrez, ça se regarde à tout âge. Voilà, 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 voilà. Alors, je vais continuer. Vas-y. Alors moi, je vais parler d'un jeu de société. Voilà, je crois qu'on n'a pas trop encore parlé, justement, qui me fait, que je trouve assez rigolo, que j'ai là. Hop, on voit avec le reflet. Il s'appelle Timeline et qui est Mmh. un jeu de société qu'on peut jouer à tout âge, à autant de personnes que vous voulez, qui est assez rigolo. Hyper simple et le but, c'est de replacer des événements sur en fait, des événements chronologiques les uns par rapport aux autres. En essayant de deviner par rapport à ceux qui sont déjà sur la table, entre lesquels ils se positionnent et en fait, plus on avance dans le jeu, bah, plus il y a d'événements sur la table, donc plus c'est difficile d'arriver à placer ces événements et c'est assez rigolo parce qu'on apprend plein de trucs. On découvre, plein de choses, et il y a, quelques extensions aussi qui sont assez rigolotes sur, des événements, des découvertes, des inventions et vous allez aussi bien avoir la construction des pyramides que, l'invention du chewing-gum, de la brosse à dents, voilà, la découverte de la chambre noire, de la relativité, il y a plein de choses qui se mélangent et c'est assez facile. Moi, je joue aussi avec mes enfants, on y joue avec Steph des fois, et puis vous pouvez faire une partie en 10 minutes, hein. 10 minutes, c'est plié et hop, on passe à autre chose, ça détend, c'est assez fun, ça se trouve assez facilement dans tous les jeux, dans tous les petits magasins, librairies, ce genre de choses, c'est assez rigolo. Ça plaît à tout le monde et les règles sont assez simples. Il y a pas besoin de faire 45 minutes de règles, de faire 3 parties d'essai pour comprendre, comment ça se joue. Alors, moi, j'ai ce jeu à la maison en version Star Wars. Par exemple, voilà, il doit y avoir des Alors, c'est par trilogie. Donc j'ai la version, épisode 4, 5, 6 et il y a différentes, d'accord, scènes et il faut les remettre dans l'ordre et voilà. c'est très drôle, pour quelqu'un comme moi qui est fan de Star Wars et je me suis rendu compte que, beh, je connaissais pas si bien que ça les 4, 5, 6. Donc voilà. Mais il y a ouais, il y a différents thèmes de timeline et très bon jeu. Mmh mh. Bah, du coup, c'est à moi de continuer alors? Ah C'est bah ça. oui, et déterminé. Hem et ben, moi j'hésitais entre parler d'un dessin animé ou parler de séries et on va rester dans le domaine du sport. Je parlerai du dessin animé la prochaine fois, c'est pas grave. Hem, pour ceux qui ont la chance d'avoir Netflix, moi je vous conseille de regarder si vous êtes intéressés par, la préparation mentale, la manière dont les grands champions abordent leur travail, leur match, émotions. Ben, moi, j'ai regardé 3 séries là sur Netflix, super intéressantes. La première c'était Breakpoint, donc ça parle de tennis et de grands champions de tennis. On voit un petit peu comment ils abordent, leur match, comment ils vivent le match et comment, ils ressortent de ce match. Des fois, ils sont en 1000 morceaux au point qu'ils veulent arrêter tout, raccrocher la raquette, et passer à autre chose et c'est impressionnant parce qu'en fait, on se dit: «Ben, nous, on traverse les mêmes, émotions» et donc c'est intéressant de voir comment ils arrivent à rebondir et comment ils gèrent ça. Comme j'avais bien aimé, j'ai enchaîné avec, la série Sprint, donc là, ça parle de sprinteurs.
Et de la même chose, la manière dont ils abordent, leurs compétitions, comment ils se préparent et de la manière dont les entraîneurs, forcent leur mental, en fait. Et en plus, dans Sprint, il y a un truc en plus, c'est tout ce qui va être sponsoring et comment, ben, ces grands champions peuvent, par l'intermédiaire du sponsoring, sortir un petit peu leur épingle du jeu. Et elle est intéressante et parfois déstabilisante parce qu'il faut pas se leurrer dans le sport, un ego, mais alors, surdimensionné et c'est assez difficile à gérer, quand on regarde ça, on se dit: «Mais en fait, les mecs, ils se prennent pour qui?» Mais c'est juste leur sport et la manière dont ils évoluent dans ce sport qui est intéressante. Et puis, ben, la dernière, ça serait, celle de Simone Biles. On raconte un petit peu tout ce qu'elle a traversé durant sa carrière, qui lui a permis après, les Jeux de Tokyo où ça s'est pas très, très bien passé, de rebondir et de revenir, sur les Jeux de Paris là. Il y a une partie bien avant les Jeux de Paris et puis il y a 2 nouveaux épisodes qui sont sortis là pour, après les Jeux de Paris et en fait, elle, pour le coup, elle est vraiment, vraie et nature et elle partage tout ce qu'elle traverse, hein, et elle le partage de manière, très réelle et en fait, ça fait vraiment la personne qui est comme nous et qui nous parle directement et moi, j'ai trouvé cette série très touchante, intéressante sur, comment ces grands champions partent et ils gèrent eux aussi tas d'émotions. Alors à des niveaux bien différents, hein, parce qu'ils ont des caméras, des spectateurs et ils sont studio, on va gérer les mêmes choses qu'on va avoir sur la petite com voilà. OK. Donc Simone Biles, c'est sur de la gymnastique, hein? Oui, oui, tu as pensé la présenter. Tennis, sprint. C'est globalement sur la préparation des sportifs sur, et ce qu'ils vivent, en fait. Bah, en fait, il y a un vrai échange avec les sportifs qui Mmh mh. racontent. Typiquement dans Breakpoint, on voit le replay d'un match et en fait, en temps réel, ils nous disent: «Non mais à ce moment-là, moi j'étais au gouffre et j'avais qu'une envie, de partir quoi» Mmh mh. et en finale de Roland Garros, tu dis: «Ah oui, ça arrive à eux aussi en fait». Donc c'est non, vraiment super intéressant. OK, à jouer, à regarder pendant les fêtes, pourquoi pas? On a un petit peu de temps Pour travailler votre mental, comme disait aussi. Stéphanie. Bah, ça Ouais, aide j'ai à Moi, je relativiser je plein de je choses en trouve, fait. enfin Stéphanie, tu me diras si tu confirmes ce que je vais dire, mais j'aime beaucoup en fait, regarder ce que font les autres sports, comment ça marche et cetera. Enfin là, j'ai fait des comparaisons avec le hockey sur glace et le foot tout à l'heure, mais c'est toujours intéressant de voir comment d'autres font et je pense que ça peut être intéressant de voir comment travaille le mental, enfin, clairement les psychiatres, ou les enfin, psychologues ou autres dans le tennis sont présents depuis extrêmement longtemps donc ça a mis du temps à arriver dans le comment ça s'appelle? Dans le tir à l'arc donc voilà et depuis peu, parce que Mbappé en a parlé dernièrement, mais dans le foot, ça commence à sortir en disant: «Bah oui, on voit des psys, nous aussi, on a besoin d'évacuer aussi, Mmh mh. toute la pression qu'on a». En plus, on se rend compte qu'ils passent par les mêmes étapes que nous, alors forcément à un niveau différent, mais l'envie de enfin moi, j'ai été surprise dans Breakpoint, c'est le nombre de fois où ils disent: «Bah en fait, je suis nuls, je vais arrêter». Alors qu'ils sont, dans des compètes, hyper exigeantes, hyper hautes et où il y a des sommes astronomiques en jeu, mais en fait, ils passent par les mêmes étapes que nous, en fait. Ça permet de relativiser et de se dire: «OK, ben, c'est pas anormal. Par contre, ça me demande de pouvoir apprendre à gérer ça pour passer à l'étape d'après, quoi». Heu, moi, ça m'a vraiment fait réfléchir. Aussi bien l'entraîneur que l'archère, hein. Peut-être plus l'archère que l'entraîneur. Bien. Très bien. À noter dans votre liste, rajouter dans votre liste à regarder. Walter Mitty et heu, Breakpoint, Sprint et Mmh. Simone Biles. Très bien. On va terminer maintenant avec la carte blanche, cette dernière émission. Allez, c'est parti. Petit coup de gueule de mon côté, alors ça va pas Oh, intéresser nos amis suisses, luxembourgeois, québécois, enfin et autres, qui nous écoutent, mais un coup de gueule franco-français? ouais, c'est ça, c'est franco-français, la FFTA vient d'élire son nouveau président,
Ils ont communiqué, ils ont envoyé des mails, et cetera et quand je vois qu'il y a 20 sur, 1 600 présidents qui ont voté, je trouve ça extrêmement dommage, en fait. Alors, je vais pas, faire un coup de gueule sur, les présidents qui ont pas voté. Je vais faire un coup de gueule sur le score, en fait, du nombre de votants plutôt. Est-ce que la com n'a pas été faite correctement? Est-ce que ça intéresse pas les présidents de club? Est-ce que j'en sais rien, mais je trouve ça un peu dommage et voilà, donc est-ce que le nouveau président, bah, va faire quelque chose? Est-ce qu'ils vont changer des choses? Quand je vois le mal qu'on a, nous, de communiquer sur l'existence de notre émission, voilà, je pose la question, je râle un peu parce que je suis déçu que tu parlais tout à l'heure, Stéphanie, d'archers qui, devaient inviter des archers d'à côté pour pouvoir s'entraîner sur les duels et choses comme ça et en fait, chacun reste un peu dans son coin et je trouve ça un peu dommage, en fait. Donc voilà, est-ce que ça communique pas? Est-ce que ça a pas envie de communiquer? Est-ce que j'ai un peu l'impression que c'est global, dans le monde du tir à l'arc. Alors, pourquoi, comment, j'en sais rien, mais je trouve ça dommage de pas voter, surtout que si on n'était pas d'accord avec la liste, qui était présentée, on pouvait voter contre, ou éventuellement mettre abstention donc voilà, c'était mon petit point, je râle D'accord, c'est un carte et je blanche souhaite je râleuse. souhaite bonne chance à notre nouveau président et à toute son équipe pour ces 4 ans à venir. La carte blanche, en fait, c'est une carte rouge colère. C'est ça. Hem, alors Steph, tu veux y aller? Vas-y, je finirai. Ah bah, on finira avec le meilleur. Alors, je vais faire une carte, blanche, couleur verte espoir, moi, pour remettre un petit peu de voilà, et plutôt des encouragements, alors je reste un peu dans ma partie qui est plutôt de prédilection qui est plutôt le matériel. Je vous encourage, vraiment, vraiment beaucoup quand vous achetez du matériel à le régler. Je vois beaucoup j'ai beaucoup pas mal de retours de par mon travail notamment, d'archers qui achètent du matériel ou qui ont acheté du matériel et qui n'est pas réglé. En fait, tout ce que vous montez sur votre arc est à régler et est à adapter. Il y a rien de inné, il y a rien d'automatique, tout est compatible à 95 du temps, mais doit être adapté, doit être réglé. Vous avez plein de solutions qui sont à votre disposition. Tu as probablement un archer dans votre, club, un copain. Vous avez des stages, probablement par le département, par la région. Vous avez peut-être un magasin à côté de chez vous. Il y a des gens qui font des stages. Vous avez peut-être des entraîneurs indépendants qui peuvent faire des formations. Il y a plein de manières, mais faut quand vous achetez quelque chose, réglez ou faites-le régler par quelqu'un qui va vous expliquer comment ça se règle et voilà. Et ça sera bien plus intéressant, pour vous. Vous mettez souvent beaucoup d'énergie dans vos entraînements à aller vous tirer des flèches 2, peut-être 3, peut-être 4 fois par semaine, pour certains. Mais si votre arc, lui, il fait comme s'il balançait des saucisses à l'apéro, bah, c'est pas terrible et c'est un peu dommage pour vous. Ça vous fera pas mieux tirer parce que ça, c'est vous qui tirez, c'est le travail que vous fournissez qui vous permet de bien tirer. Faites en sorte que votre arc travaille pour vous et travaille pas contre vous, en vous punissant, de vos flèches un peu moins bien tirées parce qu'on n'est pas des robots, donc des flèches un peu moins bien tirées, on en fait tous. C'est là-dessus aussi que vous pourrez faire la différence sur un championnat. C'est avec un arc bien réglé, ben, une flèche un peu moins bien tirée, bah, elle va partir moins loin et vous perdrez moins de points, comme ça et du coup, c'est quand même un peu plus plaisant. Voilà. C'est un encouragement que je vous fais. Je plousoie ce que dit, Nicolas, il Nico s'appelle. et Ouais, je rajouterais bref même que vas-y Mathieu, et excuse-moi, je t'ai quel coupé. quel que soit votre arc, hein, c'est pas parce que vous avez un longbow qu'il y a pas à régler. Vous avez un Bien sûr. longbow, faut régler votre corde quand vous la changez, faut régler, votre tapis, vous régler, enfin voilà, il y a même vos flèches, elles sont à adapter et elles sont à mettre le mieux possible en fait pour faire des points.
Pardon, vas-y, Steph. Non, vas-y, vas-y. Et juste une petite remarque sur le si vous avez écouté le podcast, de, Lisa et Audrey, quand elles invitent et qu'elles discutent avec, Guillaume Toucoulet, c'était, donc qui est, archer handi qui préparait les Jeux olympiques, qui expliquait que donc lui, il a un problème avec le bras droit, qui est son bras de sa main de corde qu'il ne peut pas utiliser. Du coup, il tire avec une languette en cuir qui est accrochée sur la corde et qui tire avec les dents et qui expliquait que avec son bras gauche. Bref, il ne peut pas utiliser la main de corde et du coup, en fait, il expliquait qu'à chaque fois que, ben, il change de languette parce qu'elle s'use, il est obligé de refaire tous ses réglages d'arc parce que la languette est pas identique, pas la même épaisseur, pas forcément exactement la même longueur, elle réagit pas et à chaque fois qu'il et à force de s'en servir, la languette s'abîme et donc ses réglages évoluent au fur et à mesure du temps. Il est obligé de refaire tous ses réglages à lui. Donc imaginez, lui, vous normalement, vous avez à le faire une fois et une fois que votre arc est réglé, il est réglé et il y a plus à y retoucher et c'est un bon point pour la suite. Bref, vas-y. J'ajouterais même qu'il y a 5 facteurs à la performance en tir à l'arc: le physique, le technique, le mental, le tactique et le matos. Donc le matos, c'est un des points du facteur de la perf, donc très important. Tout à fait. Dommage de se priver de 20 de des facteurs de sa performance, quoi. Se priver de 20 des points. C'est ça. C'est se tirer une flèche dans le pied. Ah. Ouais, du coup? Ouais, quelle couleur est ta carte, tiens? Alors, j'en sais rien parce que c'est pas un coup de gueule, Non. vraiment, plus une demande et c'est une demande de l'archère qui travaille beaucoup les week-ends plus que de l'entraîneur. En fait, moi, j'aimerais encourager les clubs à réfléchir à la possibilité de mettre en place des compétitions à d'autres moments que les week-ends. Alors ça se développe de plus en plus, hein, il y a de plus en plus de clubs qui font des départs le mercredi soir, de plus en plus de compétitions qui attaquent le vendredi soir et le samedi matin pour rajouter des départs. Mais en fait, moi, je travaille beaucoup les week-ends et là, ces derniers temps, alors j'ai fini ma saison extérieure tard, j'ai changé de matos, donc ça m'a demandé du temps d'adaptation, comme on le disait tout à l'heure. Et en fait, bah, j'ai voulu m'inscrire à une compétition le week-end prochain pour pouvoir commencer en fait à ce que j'ai travaillé à l'entraînement avec le nouvel arc et en fait, ben, je me retrouve face à un refus parce que en fait, la compète, elle est pleine depuis plus de 15 jours et les gens commençaient à s'inscrire avant même que le mandat, sorte et c'est des gens qui ont fait déjà plein de compétitions, et tant mieux pour eux s'ils peuvent les enchaîner, mais moi, du coup, j'avais pas d'autres week-ends pour faire une compétition et là, je me retrouve à, bah, du coup, devoir, reculer le début de ma saison salle et me poser de vraies questions sur, est-ce que je fais vraiment une saison salle parce qu'elle attaque vraiment très tard? Et en fait, j'aimerais bien qu'on réfléchisse, et je suis pas la seule dans ce cas-là, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés pour se libérer les week-ends, hein. Des gens qui bossent ou des gens qui ont une famille, tout simplement. En fait, des compétitions du mercredi ou qui peuvent être même un autre jour, un autre soir de la semaine, en fait. Dans le créneau d'entraînement, il y a pas d'organisation de buvette, il y a pas de médaille à avoir. Les gens, ils y vont, ils font leur tir compté, limite, ils payent juste pour avoir un arbitre et puis comme ça, ben, à ce moment-là, ils sont dispo et on y va et on peut s'organiser, quoi. Parce que, ben, ouais, c'est chouette qu'il y ait de plus en plus de gens qui participent aux compètes du week-end et que les compètes soient pleines, tant mieux, c'est chouette, c'est cool, j'adore. Et comment on fait les autres, en fait? Donc voilà, j'aimerais que les clubs, s'ils peuvent le faire, qu'ils réfléchissent vraiment à la possibilité de le faire et que s'ils le font qu'une fois dans la saison, parce qu'ils peuvent pas le faire à 2 fois, 3 fois, bah, au moins ils le fassent une fois et peut-être ça marchera pas la première année, mais qu'à force, les gens, en fait, ils va devenir récurrent, les gens vont savoir que ça existe et ils vont s'inscrire de plus en plus pour être contents. Du coup, je me permets un petit tips, par rapport à ce que dit Stéphanie, sur les clubs qui voudraient organiser des concours comme ça, heu, mais qui n'ont pas de mur de tir homologué, compétition. Alors quand j'entends, mur de tir homologué compétition, c'est dire que, si on aligne 2 archers par cible, les archers n'ont pas de couloir de tir réglementaire de minimum 70 centimètres de large. Il est possible de faire un système, avec 3 archers par cible en vague, en vague A, B, C, D par exemple et sur une cible, il y aura quelqu'un en A
Sur la cible d'à côté, il y aura 2 archers en AB. La cible d'après, il y aura quelqu'un en A et sur la deuxième vague, bah, il y aura quelqu'un en CD, quelqu'un en C et à côté, quelqu'un en CD. C'est-à-dire qu'en fait, sur 2 cibles, vous allez être que 3 à tirer en même temps et ça permet de se décaler un petit peu et d'avoir suffisamment de place. Alors on va pas rentabiliser le concours avec 4 archers par cible, mais il y en aura que 3. Mais ça permet de respecter le règlement et d'organiser, une compétition, même si on n'a pas, un mur de tir compétition et qu'on peut pas faire 4 archers. Ça permet quand même de faire un départ un soir à partir de 18:00-19:00. On tire, en 2 vagues, comme disait Steph, il y a pas de buvette, il y a pas de ça va vite et c'est, simple et efficace et ça permet de faire des petits scores, de pouvoir accéder parce que la fédération, a encore communiqué sur le fait qu'avec les JO, il y a de plus en plus d'adhérents. Il y a de plus en plus d'adhérents, c'est chouette, mais ça veut dire de plus en plus de compétiteurs. Bah, du coup, il faut qu'il y ait aussi de plus en plus de compétition, effectivement. Et après, ça demande moins de personnes pour organiser parce que donc tu Mmh. as pas la buvette et tout ça. Et puis après, juste un petit mot à la fin en disant, ben: «Vous avez terminé, vous enlevez votre blason». Chaque archer est capable d'enlever son blason, d'aller le poser sur le côté comme ça, le club organisateur, il a un petit peu moins de rangement à faire et Mmh. non et moi la seule que j'ai fait un mercredi, j'ai aidé à ranger les blasons. Ça paraissait normal, voilà quoi. Et c'est pas une compète où tu aurais battu ton record en salle par hasard? Donc même ça peut être bien en plus. Ah voilà, c'est des choses bien, c'est des il y a plein de solutions, il y a toujours des solutions quand on veut faire un truc. Il faut juste réfléchir à ce qu'on veut faire et comment on peut le faire plutôt que de réfléchir aux contraintes qu'on a, d'abord. Il y a Je te la toujours des sortirai celle-là, Nico. ouais, il y a toujours des solutions. Et encore une fois, bah, faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort. Le confort, c'est facile, c'est le week-end, c'est les compètes, standards, j'ai mis des guillemets et ben, non, on sort de sa zone de confort, on organise à droite à gauche qui peuvent, servir à beaucoup de gens. Moi la première. Très bien. Est-ce que vous auriez un petit mot pour conclure cette émission, messieurs, dames? Faites-vous plaisir sur les concours, faites-vous plaisir sur les pas de tir, faites-vous plaisir quand vous faites du tir à l'arc et amusez-vous. C'est pas moi qui le dis, c'était Alicia Baumer qui est venue nous voir et c'est ce qu'a dit, Stéphanie tout à l'heure. Ah, ben, je suis d'accord avec Mathieu et puis, ben, juste dire que, bah, c'était cool de revenir parce que finalement, ça me manquait. Malheureusement, je manque aussi beaucoup de temps et c'était chouette de pouvoir, repartager en fait bah, ce qui m'anime et ce qui est mon travail en fait avec, donc super chouette. Merci, Vous nous avez manqué aussi. je reviendrai plus souvent. Ah, cool. J'espère bien. Et moi, je dirais, bah, partagez. Partagez cette émission, partagez entre 2 flèches, partagez, entre vous, parlez du tir à l'arc, parlez, discutez avec les gens et hésitez pas à venir nous discuter avec nous, poser des questions sur les pages Facebook et voilà et mettez, si vous avez aimé, vous mettez, un pouce, bleu. Si vous avez pas aimé, vous cliquez 3 fois sur le pouce bleu pour être sûr et Mettez des voilà, étoiles sur, Apple voilà, Podcast pas sur toutes les et plateformes. compagnie. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. On m'a envoyé un message, mi-novembre, alors juste après l'émission c'était un vice-président de club qui m'a demandé: «Est-ce que je peux partager votre émission, auprès de mes archers?» Bah, Oui, bien sûr. oui, Non, oui, c'est oui, obligatoire, sinon oui. la licence augmente, je crois. Il y a un truc. Je crois que c'est ça. Non, mais n'hésitez pas à partager à vos archers, à partager à vos potes, à partager, voilà, c'est cool, on est, ça nous aide et comme l'a dit, Mathieu, elle l'a rappelé, n'hésitez pas ouais, voilà. On a une boutique, on a une petite boutique en ligne où on se fait plaisir, on s'amuse. Il y a des vous pouvez vous faire un mug, vous pouvez vous faire des t-shirts, des sweats, plein de choses et pour faire parler de vous, on se reconnaît un petit peu sur les pas de tir comme ça entre nous, c'est rigolo et hésitez pas et les sweats sont confortables en plus. On a choisi des trucs, c'est assez confortable. Celui-là là, celui que j'ai sur le dos, il est fait pour, se refermer super facilement et vu qu'il fait froid dans mon pays là en ce moment, c'est trop bien. Il faisait 2 degrés là, mercredi, j'étais sur chantier et j'avais ce sweat-là et c'était voilà, ça c'est Col Montant, je crois, ou un truc comme ça, son nom dans la boutique.
et le lien est dans la description. Allez, ça marche. Surtout, pensez à poser toutes les questions pour qu'on Ah puisse y oui, répondre. Oui, oui, oui. parler. Le courrier des archers est fait pour ça, C'est hésitez ça. pas à nous poser des questions, Comment va votre entraîneur? Parlez-nous parce qu'on ne peut pas deviner ce qui vous intéresse comme sujet, quelles sont les questions que vous avez, donc parlez-nous et comme ça on pourra vous répondre. et on a bien reçu j'en rajoute toutes les 3 secondes, hein, mais on a bien reçu toutes vos réponses en fait, du des sondages qu'on avait fait, cet été et on vous prépare une j'espère que ça va se faire, mais on vous prépare une petite surprise pour 2025. Voilà, On va aller bosser là-dessus. c'est ça. On vous souhaite de bonnes fêtes à tous. Bonne Bonne fête! fête, à l'année Salut! prochaine! Merci. Ciao, ciao.